Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 461 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 4e numéro de notre top 100 joueurs NBA participatifs avec plein de mondes de médias différents. Aujourd'hui, Vince du podcast Le Trèfle. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre top 100 participatif avec plein de médias français différents. Aujourd'hui, 4e numéro avec quelqu'un. Son équipe a fait une intersaison assez moyenne, mais bon, vu que son franchise player est blessé, c'est pas grave, on vise le first pick. C'est Vincent, comment ça va Vincent ? Salut Guillaume, ça va, salut à tous. C'est vrai hein, ce que je dis un peu, non ? Ah ben je suis pour le first pick. La course à... Comment il s'appelle d'ailleurs ? C'est Divansta, il me semble. Ah ouais, Divansta. Ouais. Où t'avais dit, on avait parlé le fils Boozer. Ah oui, c'est vrai. J'y connais strictement rien. Ouais, du beau monde. Bon, Vince, du podcast Le Trèfle, spécialisé dans les Boston Celtics, évidemment. Comment ça va, Vince ? Bon, je vais pas mal, je suis content d'être là, je sais que je passe toujours des bons moments. Un peu anxieux des quiz, s'il y en a toujours. Parce que j'ai l'impression d'être un peu à la rue au niveau des rosters de l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, je pense que j'étais plus confiant. Là, cette année, je suis un peu fébrile. Je pense que c'est bizarre, les gens ne s'en sont toujours pas rendus compte qu'en fait les quiz, j'invente totalement. Les actions n'existent pas. C'est juste moi qui invente des noms et j'essaie de... Moi, je te contredirai pas, je ne me rappelle jamais des actions. Non, c'est pas vrai. À chaque fois, il faut aller trouver des actions marquantes, mais bref. Donc ouais, bon, ça va, mais on a quand même petite voix. Hein. J'ai l'impression que t'es pas remis quand même de Tatum et de finalement une saison de tanking à venir et de mince le salary cap, même si on est nul et qu'il est quand même bouché. Il y a peut-être des moves qui vont venir, mais on va encore se faire parce que Porzingis et Jour-l'idée, c'est un peu vous qui avez payé pour les faire partir les mecs. Donc là, à faire Nissimos, que va-t-il se passer quoi ? On va dire enfin, je sais pas si on a payé, mais en tout cas on n'a rien gagné. On n'a pas gagné grand-chose, on va dire. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Anthony Simons, s'il est pas tradé, c'est une des attractions de la prochaine saison. Tu vois, c'est une des attractions que j'ai envie de voir jouer. Tu te rappelles la dernière fois parce que t'es fan de Boston depuis longtemps, il me semble. Du coup, c'est quand la dernière fois que t'as démarré une saison sans grandes ambitions pour ton équipe ? Alors moi, je connais les années, je suis jamais, mais l'année où on trade pour Isaiah Thomas en début de saison, t'attends pas grand-chose. Hein. 2015, ouais. Ouais, c'est vrai. Et ouais, encore tu finis en play-off. Ouais, à la surprise générale, entre guillemets, fin de saison de folie, tout ça. T'étais pas là pour la 2014 où t'as trade de Paul Pierce et Garnett, Rondo est blessé, celle-là était pas mal aussi. Hein, mais en fait, c'est à la suite de ça que je suis devenu suiveur, mais je regardais pas tous les matchs, je suivais les résultats dans un premier temps et tout. C'était un peu cette période un peu du changement pour moi. La période, le buzzer beater de Jeff Green contre Miami, Jared Sullinger, Kelly Olynyk. voilà. Jared Sullinger, Kelly Olynyk, ça me parle, ça par contre. Et tu vois, on avait fait sur Dreamcast Show, on a fait un peu l'air Brad Stevens, le coach, et on s'est rappelé un peu tous ces moments-là et ça a pas toujours été folklore, enfin ça a pas toujours été grandiose quand même. il y a eu des rosters un peu délicats quand même. Ouais, et encore que assez vite hein, finalement il a réussi à... Ah oui. Ouais, première saison c'est quoi 2014 il me semble et bon oui, l'effectif est tellement nul quoi que ok, mais 2015 t'es en playoff hein, donc Mais tu vois quand ton espoir principal c'est Jared Sullinger et qu'au final il a 5 saisons NBA, enfin 4 plus 9 matchs à Toronto. Waouh, ça pique. Mais tu sais qu'il aurait pu ou il aurait dû, enfin en tout cas il était dans la discussion, être first pick de draft, Jared Sullinger. Alors moi je le sais pas, tu vois, mais en tout cas je sais que après sa draft il y avait, c'était un morphotype un peu nouveau quelque part, ça shootait de loin. Et je disais à Zad et Baptiste, je dis ça fait un peu le morphotype physique de Yabusele. Dans l'esprit il devait être plus grand je pense, mais il y avait un peu ce côté un peu bulldozer et tout. Mais bon ça a jamais trop confirmé. Sullinger, il était avec mince comment il s'appelle là, le mec de quand tu étais à la OKC, c'est pas Terrence Jones, c'était Perry Jones. Les deux étaient un peu ils vont être les first pick, etc. Et finalement ils y étaient pas allés parce que tu sais il y avait le lockout qui arrivait. Et donc lockout, il y a plein de prospects qui avaient pas voulu y aller. Mais bref, on se perd déjà. Donc Vince du podcast Le Trèfle, l'actu du podcast Le Trèfle, notamment il y a eu dernièrement un épisode ultra intéressant sur Al Horford. Il y a eu l'épisode sur Al Horford, on a fait un épisode FAQ, tranquille. On attend qu'est-ce qu'on va publier un peu. Bah non mais c'est long cette intersaison, qu'est-ce que tu veux. Ouais.
Tu vois, on a suivi l'Eurobasket de Nemias Kita, tu vois, mais on n'a pas fait d'épisode là-dessus, on va pas se mentir, ça. Bon bref, donc Vince, tu es déjà venu sur le Basket Lab longtemps, enfin plein de fois je veux dire, tu as fait ce format. D'ailleurs tu étais avec nous pour faire la playlist, on l'a fait ensemble sur Twitch, la fameuse playlist de 100 noms. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs, nous avons déjà un top 15, je rappelle un peu le format, donc nous avons 100 noms, une playlist de 100 noms pour les meilleurs joueurs NBA de 2025. On juge la saison et à chaque fois on prend 5 nouveaux noms différents, on les rajoute au classement. Donc on a fait 3 épisodes, on a un top 15. À la fin de ce 4e numéro, on aura un top 20, puis top 25, etc. jusqu'à aller jusqu'à 100. Donc on a déjà un top 15. Est-ce que tu as des remarques à faire sur le top 15 déjà existant? Je me demande si je remonterai pas Sabonis au-dessus de Banchero. Ouais. C'est voilà, comme ça, vu que j'ai pas bossé spécialement les mecs, mais je sais que Sabonis quand même tous les ans c'est quand même une production établie assez phénoménale. Je rêve de le voir dans une équipe plus compétitive pour voir Ouais. si justement les limites sont là. Est-ce que Norman Powell il est sous Josh Hart? Eh ben ouais, je me demande si je remonterai pas Norman Powell. J'aime beaucoup Norman Powell depuis longtemps. Donc Powell qui est pour l'instant du classement, il est un peu dernier tiers. Il y a Josh Hart, puis Nembhard, puis Powell. Ce serait quoi un peu ton argument pour remonter Powell par rapport à Nembhard et Josh Hart? Par exemple, Powell offensivement, il t'apporte quasi pas de compromis. Ça j'aime beaucoup. C'est pas un négatif défensivement, au contraire, je trouve que c'est plutôt un joueur très intéressant, très moyen plus on va dire, et surtout shooting d'élite, qui peut attaquer close out, qui peut avec le ballon faire un peu de création aussi pour lui-même. Donc ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, Josh Hart il a quand même cette limite que offensivement ça reste une contrainte, même s'il va y avoir le rebond offensif, même si à la transition, dans mes souvenirs, moi je fais des cauchemars de Josh Hart en transition, mais voilà, ouais, c'est pour ça que Powell a de la valeur, et je sais pas si la défense de Josh Hart supplante, tu vois, il y a un temps d'écart entre l'attaque de Powell et la défense de Josh Hart. Je sais pas si je penche pas plutôt pour Norman Powell. Oui, ça peut s'imaginer. En effet, vu que en plus Powell cette année a fait quand même un gros volume, quoi. C'est pas le Powell d'habitude qui est en sortie de banc, plus petit volume, etc. C'est pas non plus un volume énorme de responsabilité, mais c'est quand même un peu plus que d'habitude avec de bons résultats. Et c'est un peu le côté favoriser ou mieux pondérer la création offensive plutôt que l'aspect défensif, connecteur, rebond offensif de Josh Hart en fait. Ouais. Et sur Sabonis par rapport à Banchero, c'est vrai que ça peut également s'imaginer, je dois dire, vu que Banchero fait aussi une saison qui est pas géniale, mais parce que blessé. D'abord il est absent et même quand il revient, il est un peu blessé. Donc je peux aussi entendre ce côté-là. Je crois que l'argument c'était, à l'époque quand on a fait l'épisode, c'est que Sabonis, il y avait le compromis défensif qui était assez immense. Là où avec Banchero, tu l'as pas quoi. Donc là encore, à quel point est-ce que ça compense ou pas au général, c'est toute la question quoi. Toujours pareil. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Bien, je note. Si d'autres vont dans ton sens, on est qu'au début, mais si d'autres vont dans ton sens, on reclassera. Au niveau des best of the rest aussi, je peux te dire qui a été cité. On a parlé de Jordan Poole, qui n'est pas dans la playlist, mais on a déjà deux personnes qui nous ont dit il faudrait peut-être le mettre. Tari Eason éventuellement et KCP. Est-ce qu'il y a des noms que tu veux appuyer encore plus, ou est-ce qu'il y a d'autres noms du best of the rest où tu te dis peut-être que lui il mériterait qu'on l'inclue au final? Moi je trouve que la liste initiale était parfaite, qu'il y avait rien à redire. Non, Jordan Poole, je sais pas, ouais, on avait mis en best of the rest, enfin bref, on avait sélectionné environ 115-120 mecs. C'est ça, ouais. Jordan Poole, il y avait de l'efficacité cette année. Ouais. Il y avait le pull-up qui était rentré dans mes souvenirs. Ça peut. En fait, c'est toujours pareil, c'est voir à la fin qui ont fait sauter aussi, c'est toujours à la place de qui. Oui. Parce que moi, de base, tu me donnes le nom d'un mec, si c'est un mec qui est 95-105, je vais pas te dire, il est top 100 sûr. Non, c'est ça est-ce que je le considère plus intéressant que l'autre 99e ou 100e? Les noms qui sont un peu sur la sellette, ça peut être des Caruso qui jouent 20 minutes par match en régulière. Après, ils jouent un peu plus en playoff, mais pas non plus des tonnes. Ça peut être du Jrue Holiday. Mais est-ce que je fais bien de te le dire à toi? Je ne sais pas. Ça peut être du Peyton Pritchard, pareil, tu vois, qui est à peine à 28 minutes par match, qui est très cool, mais un rôle un peu mineur. Trop de sentiments. Tu vois, je fais exprès, je te provoque. Non, Stephen Castle ou Van Vliet, qui ont pas une top efficacité, qui ont la défense mais pas l'efficacité. Tu vois, c'est vrai que ça peut aussi s'imaginer un côté, la Poole est ultra efficace et 4 en défense. Est-ce que l'inverse
Enfin voilà quoi. On avait longuement discuté déjà de Caruso, qui est un cas hyper compliqué. Qui est le fameux 20 minutes par match, il est compliqué, mais quand il est là, tu vois que lui. Donc, est-ce que tu as envie de voir 20 minutes d'un mec que tu vois que lui, ou 35 d'un mec qui a des défauts, mais qui joue 15 minutes de plus? Ok, donc je plus un Jordan Poole alors, ça me va très bien. Donc peut-être que Jordan Poole à la fin il sera, on en rediscutera en fin de classement, on le rajoutera très bien. Et donc on peut passer à la QV du jour vu qu'on a fait les reclassements et les doléances. Donc la QV du jour avec 2-3 changements de dernière minute. Tu as deux Pacers du coup, tu as Haliburton et Miles Turner. Il y a aussi du James Harden aujourd'hui, du Kobe White pour rester à l'est, mais aussi du Lou Dort, le champion Lou Dort avec son tir improbable au match 7 des finales NBA. Question traditionnelle avant qu'on en discute un par un en détail et qu'on les rajoute dans le classement. Premier G, ces 5 là entre eux, comment est-ce que tu les classes, les 5 du jour? Haliburton en premier, Harden en deuxième, du coup Turner en troisième. Ouais. Et alors les deux derniers, ça a été compliqué pour moi, et je pense qu'au final je mets Kobe White devant Lou Dort. Ouais, assez évident moi aussi là-dessus, Haliburton, Harden, Turner dans cet ordre-là. Et c'est vrai que la question c'est, on verra quand on discute, mais entre la bataille de profil en fait, création offensive de Kobe White versus la défense élite peut-être de Lou Dort, mais ouais, c'est un peu la question. Très bien, eh bien on peut commencer si tu veux bien directement avec Miles Turner. On peut commencer par Turner. Donc je te fais le topo vite fait. Turner, 30 minutes par match cette saison, 72 matchs pour le finaliste NBA 2025, 15 points par match, à peine 6 rebonds et demi. C'est peut-être là-dessus où pas mal de gens râlent un peu en termes d'usage, de responsabilité, 20%, donc c'est pas non plus énorme, 20% d'usage de basketball référence, et plus 6% relatif à la moyenne, ça c'est bien en termes d'efficacité, plus 6% relatif à la moyenne. Et pour te lancer, c'est vrai que c'est du Turner qu'on connaît, et du Turner qui est finalement pas si différent que ça des autres saisons. Ouais, j'ai l'impression qu'on a eu le bon vieux Miles Turner, même s'il est pas si vieux que ça, qu'on connaît depuis toujours, et dont le profil est toujours aussi intéressant au final, parce que c'est un des 5-6 protecteurs de cercle de bon niveau qui est respecté et respectable à 3 points. Au final, dans la ligue, il y a qui? Il va y avoir Porzingis, il va y avoir Horford des années où ça rentre, tu vas avoir du Naz Reid également, mais le combo défense du panier, Miles Turner cette année en saison régulière, il fait perdre 8,1% d'efficacité adverse au panier. Donc c'est comme dans ces classiques, c'est un protecteur de cercle de haut niveau, et ça doit shooter pas loin des 40%. Ouais. À 3 points. Donc ce combo là, il est quand même toujours aussi rare. Il permet à ses équipes de un spacing quasi optimal ou quasi optimal, sans compromis défensif. Donc toujours un Miles Turner dont le profil est toujours aussi intéressant, une durabilité vraiment sympa sur les 2 dernières saisons. Il est quand même très souvent là. Le scoring est du coup, tu l'as dit, efficace. Donc ça c'est plutôt toujours hyper intéressant, parce que c'est pareil. Un poste 5 qui tire, des fois, l'année où il va shooter à 33-34%, on va avoir une efficacité quand même en berne. Je trouve que Miles Turner, en plus, était jusqu'au final NBA quand même, donc on est quand même sur une saison très positive. Le truc, c'est que on en parle un peu hors antenne là, ensemble avant de démarrer, mais il y a un côté où, comme tu dis, c'est un des seuls rares profils un peu de ce qu'on appelait il y a 10 ans les licornes, les fameuses licornes, protecteur de panier et 3 points. Et ce qu'on dit, c'est que il a pas pris tant que ça en free agency, alors que au final, c'est un profil qui pourrait faire du bien à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pas pour rien que Milwaukee, c'est contestable. Moi, je trouve que c'est contestable. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait de grandes manœuvres, couper Lillard carrément et racheter son contrat? Parce qu'en fait, Giannis a besoin d'un profil comme ça. Giannis, quand tu prends la période un peu avant, comment il s'appelle, avant Brook Lopez, qui est aussi un des rares de NBA qui est comme ça. Au final, t'avais pas un Giannis qui était à ce point optimisé niveau offensif, il y avait pas le spacing pour que lui puisse pénétrer dans la raquette, etc., etc. Donc en fait, t'as besoin de ça. C'est pour ça que Milwaukee a fait de grandes manœuvres. Mais le paradoxe, c'est que en étant rare, normalement, tu devrais prendre beaucoup sur le marché. Sauf que cette année, assez peu de monde avait de l'argent sur le marché. Il y avait Brooklyn, il y avait des équipes comme ça, mais un peu nulles. Donc paradoxalement, c'était pas la bonne année pour lui pour rentrer, mais parce que tu vois, il a 25-26, il me semble, de salaire, son nouveau salaire. Quand même maintenant. Ah oui, on est entre 25 et 29, pardon. 25, tu vois, 25 et 29 millions. Je pense que non pas la qualité du joueur, mais à quel point ce profil est rare, je pense qu'il aurait pu aller chercher plus. Mais
on va dire que c'était pas la bonne année, mais ce qui est bien, c'est le côté efficacité. Et moi, tu vois, autre stat que je note directement, on en a parlé dans les bilans aussi, je crois, mais 90% de paniers assistés. On est vraiment sur cette espèce de... En fait, il faut voir ça comme un 3&D du poste de pivot, mais qui, du coup, pour un poste de pivot, a quand même beaucoup plus de valeur que simplement un ailier, parce que il y a beaucoup plus de retombées quand ton pivot peut shooter et donc peut éloigner le pivot adverse et créer du spacing, etc. Donc, ça a aussi d'autant plus de valeur. Donc, finalement, tu vois, ce côté 90% de paniers assistés par autrui et seulement 10% qui sont générés par lui-même, au final, faut pas voir ça comme un négatif, pas tant que ça. Je trouve que ça note aussi à quel point le profil est génial. Et en effet, on est à quasiment 40% à 3 points, quoi. Donc ça explique également cette efficacité géniale cette année, quoi. Et tu vois, tu parles du poste de trendy, ça me rappelle, c'était il y a 2 ans ou 3 ans qu'on parlait vraiment que les meilleurs trendy de NBA c'était Brook Lopez et Al Horford. Vraiment, t'avais ce côté-là oui, ils défendent, mais via leur poste, c'est hyper impactant, et le 3 points est de haut niveau. Donc c'est vraiment excellent. Et c'est marrant parce que les licornes, elles sont apparues, t'as dit, ouais, il y a 10 ans quand Porzingis il est drafté, je sais pas si c'était lui la première entre guillemets. Porzingis, Turner et Towns un peu qui étaient défensifs en fac mais pas en NBA. Voilà. Donc les fameux et finalement on se rend compte que malgré l'évolution physiologique, l'évolution de la NBA, ben licorne, je trouve que le nom est toujours plutôt ok parce que il y en a pas 10 000 quoi, on va dire. Alors maintenant ils sont encore plus stratosphériques avec les Holmgren et Wembanyama, mais ça a toujours une énorme valeur. Ça peut être vraiment des joueurs qui changent la phase d'une équipe, je pense, et en tout cas la manière de jouer d'une équipe. Et d'ailleurs, il y a pas à s'y tromper, hein, les Pacers, pour remplacer Turner, alors c'est pas le même calibre de joueur, mais ils ont été chercher encore un pivot qui shoot, donc c'est, pour eux, à mon avis, c'est hyper important. Oui. Et là-dessus, tu vois, je pense que il fait clairement partie, cette valeur ajoutée pour moi, de ce pivot qui shoot qui peut être dans le périmètre. Si les Pacers peuvent dérouler leur style de jeu à la fois sur transition, mais aussi sur demi-terrain, avec à ce point du rythme, sur demi-terrain, de l'espace, etc. La clé, c'est aussi d'avoir ce pivot qui n'est pas parqué dans la raquette ou pas loin, quoi. Et c'est un peu une phrase qu'on dit comme ça. Maintenant, on oublie un peu le sens, mais quand tu décortiques des matchs vraiment concrètement, tu vois, ah oui, ça change tout, quoi. Il y a pas la rotation, il y a pas le pivot est le loin du panier, etc., etc. Et ça, à mon avis, c'était un peu un élément clé. Alors bon, maintenant les Pacers seront pas bons parce qu'Haliburton va pas être bon. On a pris JF et tant mieux, mais je veux dire, on n'est pas sur le même calibre. JF et Turner. Et de ce point de vue-là, on peut aussi rajouter la défense parce que c'est pas que le 3 points. Ou d'ailleurs, il shoot à 3 points à 40%, alors que d'habitude, il est pas forcément à ce niveau-là. C'est plutôt un mec autour des 36-37 d'habitude, que très cool. Hein. Mais là, il nous sort une très bonne saison, donc on le prend en bonus, hein, pour le coup, on le prend. Et c'est vrai que la défense, c'est pas non plus un pivot, on va dire, qui à lui seul peut faire la défense ou l'identité de ta défense. Mais il y a un côté un peu balayage en deuxième rideau, playmaker au panier, que j'aime bien, même si, encore une fois, on n'est pas du tout dans le même chapeau que des Chet Holmgren, que des Gobert ou des mecs comme ça, même que d'autres vrais protecteurs de panier. Mais je pense qu'on est sur un joli 7 sur 10, 8 sur 10, mais peut-être pas sur un 10 sur 10, mais quand tu combines à la fois le shoot et à la fois également cet aspect de défense, ça donne une valeur qui est assez énorme, alors que pourtant il n'y a pas de passing, il n'y a pas de création, etc., quoi. Mais tu vois, le combo pas une vraie faiblesse et le tir à 3 points, il est quand même super rare. Tu vois, est-ce que en play-off, l'équipe adverse attaque encore et encore et encore, ou essaie de mettre Turner en permanence sur les actions? Il tient le coup, quoi, entre guillemets. Donc je trouve que vraiment, je sais pas, tiens, je m'étais dit que je voulais en parler de ça. C'est ce côté, je me demande si plus ça va, plus en NBA il y a pas les pivots, les gros, les intérieurs et le reste, en fait. Si au niveau des postes, c'est pas le poste différenciant de par les schémas défensifs, de par l'importance qu'elle va avoir défensivement. Et c'est vrai que du coup, c'est un profil, je dis beaucoup fois le mot profil pour le pivot, mais qui me paraît plus au niveau de la valorisation, vraiment. Parce que en fait, j'ai l'impression que du poste 1 à 4, après, c'est beaucoup plus de mecs interchangeables, ou des mecs qui peuvent jouer 3 postes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc le fait de, pas une faiblesse réelle défensivement, plutôt un positif, ok, bon, plus le tir à 3 points qui te permet quand même de débloquer beaucoup de choses dans l'attaque, ça fait de la valeur. Ouais. Je suis d'accord. Petit truc notable sur la saison, c'est que il est un peu moins efficace qu'avant. Il est seulement à plus 6, tu vois, l'an dernier il était à plus 8, l'année d'avant à plus 12% relatif à la moyenne, etc.
Petite panne au niveau du short mi-distance, mais je saurais pas trop l'expliquer. L'échantillon est pas gros non plus, mais il est à peine à 40% sur cette zone des flotteurs, alors que tu vois, il était sur des 47, 58, etc. les années d'avant. Donc je pense qu'on est potentiellement sur un mini épiphénomène, quoi. Pour le coup, je pense pas qu'il y ait trop de sens à mettre derrière ça. J'ai pas l'impression, en tout cas tactiquement, j'en vois pas trop. C'est juste une année où il est un peu en panne dans cette zone, mais ce qui fait que voilà, au niveau des tirs à 2 points, forcément, il va être un peu plus bas. Au panier, on est sur un joli 70% aussi. Là encore, on n'est pas sur du Gafford, on n'est pas sur des mecs comme ça, mais il y a quand même cette dualité. D'ailleurs, qu'on a vu en playoff, on parle beaucoup du shoot à 3 points, mais quand il y a des fois, il faut un peu plonger au panier pour aller mettre de la pression, faire reculer une défense en drop. Il peut le faire aussi. Donc c'est là aussi, c'est intéressant. En fait, presque j'ai envie de résumer Turner, hein, c'est jamais 10 sur 10 quelque part, mais le combo d'être à 7 sur 10 à la fois au shoot, finition au panier et protection de panier, presque c'est un truc où tu te dis, bah ouais, il vaut mieux un mec qui est à 7 sur 10 sur ces trois à la fois, plutôt qu'avoir peut-être un Gobert qui va être à 10 sur 10 en défense, mais qui par ailleurs va t'handicaper le shoot, etc. quoi. Donc j'avoue que je donne beaucoup de valeur à ce combo de pas génial partout, mais au moins bon, voire très bon partout en fait. Je suis pareil, je sais pas ce que ça dit de nous, mais je crois que je suis pareil dans la vie, j'ai pas de grande force, mais peu de faiblesse. On n'a pas de grandes attentes et on essaie juste de faire le minimum partout, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je crois qu'il faudrait que je regarde mes bulletins scolaires, c'est peut-être ce qui était dit, hein, effectivement, déjà. Ben alors justement, passons dans le classement, si on a un peu fini le profil, où est-ce qu'on imagine notre Miles Turner si on se projette dans ce classement? Je vois du Sabonis et du Jarrett Allen, du Josh Hart. Tu vois déjà, je pense que quoi qu'il arrive, même si je suis un fan de Jarrett Allen, il est au-dessus. Parce que le 3 points en plus, pour moi, ça supplante le fait que Allen est peut-être un meilleur protecteur de panier et encore, ça le supplante, tu vois. Après, ouais. Sabonis, il y a toute la création collective qui va autour, mais t'as le gros négatif défensif. C'est-à-dire que moi, si tu me demandes de choisir, je pense que je préfère dans mon équipe Turner, parce que je le trouve plus flexible pour construire autour, mais on n'est pas là-dessus, on est sur ce qu'ils ont fait. Je le mettrais peut-être juste en dessous de Sabonis ou juste au-dessus, je ne sais pas. Et de Banchero aussi, parce que j'ai dit que je voyais bien Sabonis au-dessus de Banchero. Ce que j'allais dire, ouais, du coup, ça voudrait dire que toi, dans l'idée, tu ferais passer Turner au-dessus de Banchero, que tu voulais reclasser sous Sabonis, alors. Est-ce que ce mec qui m'apporte très peu de compromis, qui me permet de faire beaucoup de choses, je le valorise plus que mon créateur? Alors j'ai pas bossé Banchero, mais dans mes souvenirs c'est pas top au niveau de l'efficacité, c'est pas les ballons de création de Banchero sont pas tous positifs. Est-ce que je valorise plus ce super trendy presque d'ultra luxe au-dessus d'un créateur moyen pas ouf? C'est une question que je me pose. Non mais je comprends ce que tu veux dire et je comprends l'aspect de si moi je dois choisir, il y a certains trucs je préfère ne pas y aller. Un peu le biais du risque zéro en fait, littéralement. Mais en même temps il y a ça et je comprends, je suis un peu d'accord. De l'autre côté, tu vois, par exemple, moi si je dois, si j'ai le choix, je peux construire une équipe. Par exemple, je vais pas prendre un Trae Young parce que le compromis défensif est trop gros. Cela dit, si tu me dis en valeur pour de vrai, qui a produit plus entre un Trae Young ou un Dante DiVincenzo, bon, ben malgré le compromis, malgré le fait que j'ai pas envie de prendre un mec qui va avoir des faiblesses en défense, de facto, il y a quand même plus de valeur qui a été générée par Trae Young parce que création offensive, etc. Donc je pense que j'argumenterais peut-être un peu comme ça niveau Banchero Sabonis par rapport à Turner. C'est un peu pour ça qu'on va toujours mettre les créateurs un peu devant. C'est ça, ouais. Mais je comprends, hein, je suis un peu pareil de ce côté. Quitte à prendre un créateur, autant en prendre un sans compromis, sans gros compromis. Cela dit, je différencie un peu préférence ou etc. Et de l'autre côté, la valeur qui a été générée. Et je pense quand même que la création offensive directe d'un Banchero ou la création collective également d'un Sabonis peut être un peu au-dessus. Mais alors attends, question intéressante. Je suis d'accord. Mettons-le devant Jarrett Allen. Alors ça me va. Mais le défenseur, Jarrett Allen face au défenseur Turner. T'avais l'air de dire Turner aussi. Ah, j'en sais rien. Je sais que Allen, pour moi, c'est peut-être le pivot rim tout ce que tu veux, rim protecteur, finisher, runner, peut-être ultime en NBA en ce moment. Enfin, quand je dis ultime, c'est sa spécificité, il fait que ça, et je trouve que là où je le trouve très bon, c'est que je le trouve un peu plus polyvalent défensivement que certainement que Turner, qui est dans mes souvenirs de ce que j'ai vu et tout, plus mobile notamment. Ouais, je crois que défensivement, je préfère Jarrett Allen. Ouais, mais il y a pas un énorme gap par contre, tu vois. Je vois pas 8 niveaux.
Non, non, il n'y a pas eu Igno, mais c'est vrai que l'attaque de Turner finit un peu le travail, on va dire, là-dessus. Plus le fait que, tu vois, dans les faits, Jarrett Allen a moins joué cette année. Alors, comme tous les joueurs des Cavs, Ouais. mais on peut aussi faire cet argumentaire de, bon, bah, au final, il a augmenté, comment dire, il a accumulé, pardon, moins de valeur par match. On va dire qu'un Turner qui avait un rôle plus majeur, là où il y a eu plus de rotation côté Cavs, personne au-dessus des 30 ou 31 minutes par match, je crois, et même en plus, Allen passait un peu derrière des Money Time, des Van Mobley ou quoi que ce soit, donc je crois qu'il est que à 28 minutes par match, Jarrett Allen, donc on peut aussi argumenter comme ceci, mais ok. Eh bien, très bien. Mettons Turner à cet endroit-là, alors devant Jarrett Allen et juste en dessous de Sabonis. Et donc, petit quiz pour terminer. Je te prends par surprise. Hein. Non, tu le savais. Tu le savais, tu le redoutais. Nous sommes le 4 avril 2025. On se refait un peu des actions marquantes de la saison pour se remémorer les saisons des joueurs dont on parle. 4 avril 2025. Un contre spectaculaire contre les Utah Jazz en deuxième rideau. Évidemment, tu t'en souviens de cette action. Tout le monde l'a en tête. Qui est sur le terrain? Tu peux me citer les joueurs sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire sur un joueur du Jazz. Donc du coup, Haliburton, Oui. Siakam. Pas Siakam, non. Ok. Nesmith. Nesmith n'est pas là, non. Il y a peut-être des remplaçants. Obi Toppin dans ce cas-là. Obi Toppin est là, tout à fait, ouais. Nembhard. Nembhard, ouais, tout à fait. Ok. Et il peut me manquer qui? Il peut me Le manquer qui? cinquième, c'est un joueur à variance qui fait gagner des matchs de playoff. Mathurin. Exactement. Bénédicte Mathurin. Et côté Jazz alors, on va rigoler. Oh waouh. Alors, au niveau du Jazz, il peut y avoir Isaiah Collier. Exactement. Isaiah Collier, ouais. Très bon coup. Kessler. Kessler n'est pas là, non. Non. Wow. Qui c'est qui pouvait être Markkanen éventuellement? Markkanen n'est pas là en avril, je pense qu'il était déjà en vacances. Hein. Waouh, ouais, d'accord. Je vais tenter Sexton. Sexton n'est pas là. Il y a eu combien de jours au Jazz? Il y a le frère de... Keontae George. Exactement, le frère de Paul, j'allais dire. Keontae George, tout à fait. Donc okay, George donc et Collier. George. Ouais. Okay. Filipowski. Exactement, Filipowski, oui, il est là. Ouais. Brice Sabo. Pas sans sabot, non. Nous avons quelqu'un, un Ukrainien qui a débarqué à Kansas à 15 ans. Un Ukrainien, Mykhailiuk. Exactement, Mykhailiuk, qui est passé par Boston, je crois. C'est pour ça que je le prononce si bien, figure-toi. Il est passé partout, hein. Il est passé partout, Mykhailiuk. Et le dernier, son prénom, c'est le prénom de l'idole de la France, rock'n'roll. Johnny Juzang. Exactement, tout à fait. Johnny Juzang, Keontae George, Collier, Zvi Mykhailiuk et Kyle Filipowski. Voilà pour ce line-up magnifique du Jazz à l'époque début avril. Donc bref, avançons, passons à notre deuxième joueur du jour. Bah tiens, on peut aller sur Lou Dort si tu veux bien, je te fais le topo rapidement. 29 minutes par match pour Lou Dort, 71 matchs, le titre à la fin, 10 points par match et 4 rebonds par match, mais à la limite les stats offensives on s'en fiche. 13% d'usage, c'est très peu, mais surtout 102 de true shooting plus, donc plus 2% relatif à la moyenne qui est fixée à 100. Donc un joueur efficace. Bon, bah pour te lancer, on est vraiment sur un des tout meilleurs dans son rôle, si ce n'est même le tout meilleur dans son rôle de défenseur d'élite au point d'attaque. Ouais, le trendy du point d'attaque classique par excellence, je m'étais noté. C'est-à-dire qu'offensivement, il ne fait plus que prendre des catch and shoot à 3 points. C'est-à-dire que moi, je m'étais noté que 70% de ses tirs sont des 3 points. Ouais. 96% de ces 3 points proviennent d'une passe décisive. Et par contre, donc il ne fait quasi que ça offensivement. Par contre, il a une réussite à 41% à 3 points dessus. Et c'est pas la première année, l'année dernière, il devait pas être loin des 40%. Ouais. Donc ça, en fait, pour moi, Lou Dort, on est sur la maximisation maximale de son profil. C'est-à-dire qu'il avait été testé pendant plusieurs années avec plus de responsabilités offensives, c'était pas bon, c'était mauvais. Et donc du coup, depuis qu'ils ont une équipe d'élite depuis l'année dernière, on l'a réduit dans un beaucoup plus petit rôle. Par contre, il y est excellent. Donc ça, c'est plutôt superbement vu de la part du coaching staff. Donc on va parler de l'attaque, il n'y a pas grand chose à en dire. Par contre, au niveau de la défense, c'est toujours un des meilleurs défenseurs de NBA sur le ballon. Un truc que j'ai pu décortiquer un peu là pour faire son profil, cette année entre la régulière et les playoffs, il joue donc pas loin de 94 matchs. Il défend environ en direct 986 tirs.
et en fait, sur toutes les distances qu'on peut voir sur les stats qui nous sont décortiquées, il inflige une perte d'efficacité à son adversaire direct. À 3 points, proche du panier, voilà, dans toutes les zones, proche du panier, est quand même à moins 6% pour un mec aussi petit et tout, et en fait, ça, je me dis, c'est quand même des stats un peu décorrélées et tout, mais je me dis quand même, ça veut dire que sur le ballon, à chaque fois qu'il a été traqué proche du ballon, le défenseur le plus proche, sur quasi 1000 tirs, on a quand même un échantillon assez costaud, le mec les fait perdre de l'efficacité. Donc je me dis que quoi qu'il arrive, ses close-out ils doivent être de qualité, sa défense sur le ballon, sur l'isolation, elle est forcément hyper bonne, même proche du panier. Alors, il peut y avoir des petites variances, de la chance aussi, ou que l'attaquant soit pas bon, mais sur 1000 tentatives, qu'à toutes les distances tu sois positif pour ta défense, c'est quand même assez exceptionnel, quoi, tout simplement. Alors après, au niveau du protection de panier, je le trouve pas fabuleux. Je me demande à quel point il n'y a pas un effet un peu, corrélation. Et tu vois, par exemple, quand il est au panier, il y a aussi Chet, ou il y a aussi Hartenstein, ou il y a aussi Jalen Williams. Donc en fait, il est dans la zone. Donc quand il y a un tir qui est tenté et lui est dans la zone du panier, ça vient un peu booster ses stats. Mais ça va être les limites. Mais tu vois, tu resteras toujours avec un buste hyper costaud. Ah oui, clairement. Un impact physique qui, quoi qu'il arrive, pour peu qu'on lui siffle pas trop toutes les fautes qu'il fait et tout, est impactant, et je pense que s'envoyer un match avec lui sur le dos, ça doit être éreintant, quoi. Non mais tu vois, je te dis ça parce que je sais que la stat peut avoir tendance à être boostée par ça. Tu prends les Bucks 2020 où il y avait toujours sur le terrain 3 des meilleurs de NBA, donc soit Giannis et Brook Lopez, soit Giannis et Robin Lopez, soit Robin Lopez et Brook Lopez. Et en fait, les trois, ils se boostaient l'un à l'autre, quoi, quand ils étaient sur le terrain. Et donc, les trois, ils font des scores de moins 20% relatifs à la moyenne, alors que, normalement, ça s'arrête autour des plus 12, plus 13, quoi. donc bref, non, mais parenthèse mis à part. Justement, c'est un peu mon point, c'est que je le trouve assez cool en protection de panier par moment. C'est pas autant qu'un Williams, c'est pas autant qu'un Peyton Watson à Denver ou des mecs comme ça. Mais c'est quand même parfois assez cool. Mais cela dit, je pense que c'est le mec qui, dans cette défense d'OKC, là où t'as certains qui vont être fabuleux en off-ball, Chet Holmgren, Jalen Williams, notamment aussi, ou d'autres, même SGA peut être pas mal, parfois en protection de panier ou en rotation. C'est vrai que lui, il est un peu en décalage, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus on-ball. Et en même temps, entre guillemets, c'est moins grave parce qu'en fait il est génial, quoi. Et comme moi je dis à chaque fois, c'est presque le mec qui peut te changer une série de playoffs si tu l'as dans tes rangs ou pas, quoi. Parce que tu dois affronter Luka Doncic, c'est peut-être un des seuls mecs contre qui Luka Doncic va galérer. Et pas qu'en playoff, même en régulière, tu vois des match-ups où en fait il galère face à Ludort, parce que Ludort a ce côté puissance pure, et même face à des match-ups un peu moins costauds que Doncic ou LeBron ou des gros comme ça, un peu anomalie, même face à des plus petits, il y a un côté aussi mobilité, il y a un côté vitesse latérale, etc. Donc en fait il a à la fois la force de la puissance, mais sans en avoir l'inconvénient de mince, du coup il est lent, quoi, tu vois. Il est quand même ultra rapide également d'un point de vue mobilité. Et au final, c'est un peu la pièce parfaite défensivement, dans le sens où tu as une escouade défensive d'OKC qui va être fabuleuse off-ball, avec surtout des playmakers défensifs, Williams, Caruso, Casey Nolas aussi, etc. Et protection de panier aussi, chacun fait un peu ce genre de dépassement de fonction. Lui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il est moins axé playmaking défensif, même il a des très bonnes mains, mais tu vois, c'est pas lui qui va jaillir sur les lignes de passe ou en protection de panier comme Williams ou comme Chet ou comme des mecs comme ça, ou comme Caruso. Lui, c'est plus on-ball, mais avec un niveau on-ball qui est tellement fabuleux. Et en plus, bon, la défense est assez incroyable. Si on faisait un classement des meilleurs défenseurs on-ball, je pense qu'il pourrait être largement dedans. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé un peu quand on a fait nos trophées défensifs de la saison. Mais non, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'attaque. Où en fait, tu l'as dit, ça fait 2 ans qu'il shoot bien à 3 points. Et au-delà de bien shooter, il y a le profil qui est devenu beaucoup plus sobre qu'avant. Mais aussi parce que, je pense, ça me paraît assez normal. Il est arrivé au tout début, il était role-player dans le Thunder 2020. Quand il est rookie, tu sais, quand ils vont dans la bulle contre Houston, etc. Donc, role-player très sobre. Et après, il y a 2-3 ans où ça fait un tanking de l'espace. Bon, il y a personne pour prendre les tirs, quoi. Il y avait Simi Raillouk, justement, ou Amidou Diallo, ou des mecs comme ça. Bon, lui a pris plus de tirs. Et c'est bien que quand on est revenu vers une équipe beaucoup plus armée, tu vois, c'est pas tout le monde qui aurait fait un peu peut-être ce raisonnement de ok, je suis prêt à re-rentrer dans ce rôle-là un peu plus sobre. J'ai eu plein de ballons, j'ai eu plein de responsabilités, j'ai pu un peu entre guillemets me tester, et je sais que pas mal de fans d'OKC s'arrachent les jeux en 2021, 22 et même un peu 23. Mais c'est cool que le mec se dise oui, de toute façon je sais qui je suis,
Et ok, pas de problème. Moi, s'il faut que je redescende mon nombre de tirs, il y a pas de problème. Tu vois, il y en a qui auraient dit ah non, bah, quand même, moi j'ai quand même prouvé que je pouvais prendre plus de ballons, transférez-moi, je voulais dans une équipe où j'aurais plus de ballons, etc. Et ça, c'est quand même aussi assez appréciable parce que non seulement le rôle est devenu sobre, donc on a moins les déchets qu'on avait avant en termes de bah tiens, encore un drive de Lou Dort qui va nulle part, ah tiens, encore un drive de Lou Dort où il met pas le panier à la fin, encore un pull-up de Lou Dort, ça on a moins. Et en plus de l'autre côté, le shoot, quoi. Le shoot où il est à 40% depuis 2 ans. Et en fait, je t'avoue que moi, j'ai déjà commencé à arrêter de le considérer comme un non-shooter, alors qu'avant, c'était le cas. Avant, il était abandonné à 3 points, et aujourd'hui, en fait, non, c'est un mec que tu dois respecter, parce que soit tu le respectes pas, il va te punir, soit sinon, parfois, il va donc arriver, parfois, à faire que le défenseur ne fasse pas la rotation à fond, parce qu'il y a cette menace de 3 points, quoi. Et ça, en fait, ça change tout. On est passé d'un mec qui était top défenseur, mais largement inefficace, avec beaucoup de fuite de valeur en attaque, à finalement aujourd'hui un mec qui est à peine au niveau de la moyenne, mais en fait ça suffit pour que ça soit génial, quoi. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur comment dire, savoir qui on est, qui on peut faire, et du coup en fait ça te rend bien meilleur en fait, tout simplement. Oui, Ça te rend bien plus indispensable pour peu importe dans quelle équipe tu es. Alors là je pense qu'il y a, je sais pas, lui son historique c'était un undrafted, c'était pas une star lycéenne ou quelque chose comme ça, Lou Dort. Non, mais il était prévu loterie ou top 10 à un moment donné, mais finalement il avait un peu baissé, ouais. Mais du coup c'est vrai qu'alors il faut avoir l'état d'esprit et peut-être l'historique aussi pour embrasser ce rôle en entier, et vraiment du coup bah ça en fait une des nombreuses pièces majeures d'une équipe championne, potentiellement en route vers un back-to-back. Donc c'est génial, tout simplement, c'est génial. Parce que tu vois, niveau, par exemple, si on prend l'usage, il était, alors sur Cleaning the Glass, sur Cleaning the Glass, pardon, il était à 20 ou 22% jusqu'en 2022. Cette année, il est à 12% à peine, en termes d'usage. Et je crois que c'est pareil sur Basketball Référence, mais bon, c'est pas les mêmes chiffres, parce que ça dépend de passing ou pas passing, etc. Mais je crois qu'il est passé de 29 à 20%. C'est quand même une chute assez énorme. Et alors c'est marrant, je crois qu'on en a parlé avec Alex de Trash Talk dans le premier numéro, mais tu vois, il y a un mec comme Sean Marion par exemple, qui était un peu role-player défensif. Un jour, il s'est testé en attaque et ensuite, il a plus voulu rentrer dans ce rôle-là. Donc au final, c'est pas si facile que ça, quoi, de rentrer là-dedans et dire bah non, moi en tant que créateur, je sais que je gagnerais plus d'argent. Là, c'est bien aussi que le mec ait pris conscience de bah non, en fait, ok, j'ai eu beaucoup de ballons de création, mais ça a mené nulle part. Donc voilà, c'est une pièce assez géniale, et vraiment moi l'acquisition de ce shoot, pour moi, ça change un peu tout, parce que t'es passé d'un mec qui était à moins 10% relatif à la moyenne à aujourd'hui un mec qui est au niveau de la moyenne. Donc voilà, c'est le package complet Lou Dort. Et donc dans le classement, on peut faire la transition si tu veux bien. Où est-ce qu'on l'imagine, ce Lou Dort? C'est pas facile parce qu'en fait on a dit quasiment que des choses positives, mais par contre par définition le profil est, tu vois, offensivement il apporte peu mais bien. Offensivement par contre il va apporter beaucoup et excellent. Du coup compliqué à classer. C'est qui tes points de repère là dans le classement, par exemple? Bah, c'est le tout en bas. Ouais. C'est le tout en bas. Donc on a Al Horford tout dernier. On a McDaniels qui est avant-dernier, DiVincenzo, Washington, Powell et Nembhard. Je sais pas si les gens ont conscience de ce qu'a encore fait Al Horford cette année en saison régulière, en fait. Al Horford, il a encore beaucoup joué et ça a encore été excellent. Et c'est pour ça que je suis un peu, tu vois, je suis McDaniels, Horford, je suis quand même sur le bas du classement parce que malgré tout, après, c'est pas quelqu'un qui t'apporte une énorme il apporte pas de plus-value offensive. Il a arrêté d'être négatif, ok. Et malgré tout, la défense on-ball, elle peut te faire gagner une série de playoffs. Par contre, c'est pas celle qui est le plus impactante en permanence non plus. Mais d'un autre côté, moi je pense qu'on mesure pas à quel point, ne serait-ce que l'impact physique de Lou Dort peut avoir sur même des fins de match, avec rien que de la fatigue physique du mec en face, tout simplement. Si ta star adverse elle est cuite au 4e quart-temps, c'est quand même déjà une performance qui va pas être mesurée souvent, en fait, tout simplement. Donc je sais pas, j'irai peut-être entre McDaniels et Horford ou au-dessus de McDaniels. Ça me va d'aller taper par là, mais du coup, est-ce que Nembhard est pas un peu trop haut là? Ça me dérange un peu d'avoir Nembhard aussi haut. Parce que du coup, Nembhard défensivement c'est cool, mais c'est pas plus impactant, voire même moins. Et offensivement, c'est juste c'est surtout des coups de chaud en play-off. Il y a de la création, mais pas efficace en régulière. Et ok, il y a 20 matchs de play-off où il a été en surchauffe, mais
Non, mais tu vois, moi d'instinct, je dirais qu'il n'y a pas non plus des tonnes d'écart, hein, malgré le profil un peu plus créateur de Nembhard. Et pourtant, tu vois, si on met Lou Dort un peu avant-dernier, comme tu le dis, autour de McDaniels et Hallerford, je trouve qu'il y a un écart avec Nembhard qui me plaît pas, du coup. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, Nembhard, c'est pas du tout efficace. Et même par rapport à Josh Hart, quoique non. Josh Hart, ça me va de le mettre quand même devant Lou Dort. Ouais. Par rapport à McDaniels alors, par rapport à Jaden McDaniels de Minnesota, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, je trouve que presque il est plus viable offensivement Lou Dort, hein, aujourd'hui. Parce qu'on lui en demande, ouais, j'imagine beaucoup moins, ouais. Ça me choquerait pas, entre guillemets. Puis Jaden McDaniels cette année, c'était un peu déceptif quand même. Non, ça pourrait pas pareil, mais ça shoot toujours pas à 3 points, c'est pas respecté à 3 points, alors que Lou Dort, on n'a pas trop ça. Donc ça c'est embêtant, ouais. Ouais, ça c'est vraiment embêtant. Donc j'aurais presque envie de le mettre au-dessus de McDaniels. Et après, il y a le cas d'Ivincenzo qui joue un peu moins, mais quand même plus de connecting, et je le trouve un peu plus élite sur d'autres aspects. Donc ouais, ça me va de le mettre là. Ça me va de le mettre là, mais on est d'accord que peut-être on se pose la question de Nembhard, est-ce qu'il faudrait pas le reclasser éventuellement un peu à la baisse, quoi, pour faire un peu rejoindre ce groupe, peut-être. Et alors attends, vu que t'en parles, alors Ford, tu voudrais le monter, c'est ça que tu disais? Je voudrais le monter, hein. Biaisé. On le met top 3? Jean-Jacques Biaisé. Ouais. Top 3, top 5. All time. Mais, ouais, je pense que je suis biaisé par de l'affect aussi. Par de l'affect. Et ne me parle pas de trahison. Je suis biaisé par de l'affect. Parce que je considère quand même qu'il est quand même une des bases d'une exceptionnelle défense depuis des années. Et qu'en plus il y a le 3 points. Alors cette année ça a été un peu moins bon, mais j'ai aussi conscience que il y a des moments dans l'année où il va être ciblé encore et encore, notamment par des petits arrières rapides notamment. Donc voilà, et que en tout ce qui est protection de panier, il y a plus grand chose. Donc il y a quand même des défauts. Faut pas rigoler. Donc ça, ne serait-ce qu'il soit encore top 100, c'est déjà une performance à son grand âge. Écoute, mettons Lou Dort ici, entre DiVincenzo, McDaniels et devant Horford. Donc on est bas du classement pour l'instant, mais peut-être à rediscuter ce bas de classement. Et donc petit quiz pour terminer, nous sommes le 20 décembre 2024. Et c'est une interception et un dunk de l'autre côté, action marquante, là encore contre Miami. Tout le monde s'en souvient. Qui est sur le terrain au moment de cette interception et dunk pour aller de l'autre côté tout seul, smasher ce ballon? Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Jalen Williams. Williams n'est pas sur le terrain, non. D'accord. Donc Holmgren devait être blessé, j'imagine, à cette Exactement. période. 20 décembre, donc il est blessé. Hartenstein, on tente. Pas non plus. Donc alors, en pivot, c'est Jalen Williams. Non plus, l'autre. Jalen Williams qui jouait pivot à cette époque, ok. Non, alors. Toujours pas. Kenrich, dans ce cas-là. Non, exactement, Kenrich Williams, ouais, tout à fait. Kenrich. Ok. Cason Wallace. Kayson, ouais, exactement, il est là. Et le dernier, c'est un des Avrel. Le plus petit des frères Avrel. Je l'ai pas. Le plus petit des frères Avrel. Aaron Wiggins. C'est aussi un taxi, selon Vanessa Paradis. Isaiah Joe, ok. Isaiah Joe. T'as pas Joe Avrel, non, ça. Si, oui, d'accord, oui, c'est bon, ça va mieux. Faut que tu revois tes bandes dessinées. Classique, Vince. effectivement. Et côté Miami, alors? On est le 20 décembre, je précise. Ah, bah, tu vois, c'est là où c'est catastrophique, parce que moi, les trades, je sais jamais, j'imagine, Jimmy Butler. Exactement, il est là, Butler. Ouf. Ouais, non, mais il a été tradé après. Tyler Hero. Hero n'est pas sur le terrain à ce moment-ci. Bam Adebayo. Non plus. Ok. S'il y a Butler, il y a son pote. Non, il n'y a pas Jovic, mais s'il y a Butler, il y a son pote. Jaime Raquez. Un vieux. Non, pas Raquez. Un vieux. Kelly Lounier qui a essayé de lui arracher le bras. Kevin Love. Exactement, Kevin Love. Ok, attends, là pour l'instant j'ai que Butler et Love. Wow. T'as Butler et Love, ouais. Terry Rozier. Rozier n'est pas sur le terrain, fort heureusement. Haywood Smith dans ce cas-là. Exactement, Haywood Smith, tout à fait. Tu m'as dit Jaime Raquez, il était pas là non plus? Non plus. Il y a quelqu'un qui est magnifique. Ah, c'est Duncan Robinson. Duncan Robinson, le magnifique, comme on l'appelle sur le Basket Lab, ouais, tout à fait. Tu vois, j'ai plus mes classiques du Basket Lab que les BD. Et le dernier est compliqué. Le dernier est compliqué. C'est un méga défenseur qui d'ailleurs a été re-signé encore, mais ça fait 2 ans qu'il se fait les croisés au niveau des genoux. Drew Smith. Exactement. Je pense pas que tu l'aurais, mais exactement, Drew Smith. Tout à fait. Donc Drew Smith, Haywood Smith, Kevin Love, Butler et Duncan Robinson sur le terrain au moment de cette interception.
Très bien, eh bien, avançons, passons à notre troisième joueur du jour. On peut aller sur Coby White, je te fais le topo vite fait. 33 minutes par match, 74 matchs du côté des Chicago Bulls, 20 points par match et presque 5 assists de moyenne. 24% d'usage, donc un bon petit volume, pour le coup, un bon petit volume de responsabilité, plus 4% d'efficacité relatif à la moyenne. On est vraiment sur une saison vraiment excellente pour les standards de Coby White et presque un peu une explosion offensive. Ben moi j'étais content quand tu m'as filé Coby White parce qu'il fait partie des des Anthony Simmons, des Coby White, de tous ces arrières entre guillemets scoreurs que je sais jamais trop évaluer. Ouais. Et en penchant sur son cas, je me demande s'il a pas cette année spécifiquement un peu le meneur de ce groupe-là qui a l'air plus performant. L'efficacité, 104 de true shooting plus, donc ça c'est excellent. Il a toujours été un bon shooter. Là c'est du tout bon. Il doit être quoi à 37-38% sur pas mal de tentatives. Donc ça c'est du très bon. Et surtout il a explosé cette année au drive. Ouais. Vous en parliez pendant les bilans. Il a eu une efficacité sur drive qui était assez phénoménale cette année. 1,22 points par tir, je peux te dire 1,22 points par tir sur les tirs en fin de drive, et c'est un peu en haut du tableau, quoi. Pour le coup, sur les gens qui font plus de 8 drives par match, même allez, on peut même dire plus de 10 puisqu'il en fait 12. On est niveau top 15 quasiment. Donc ouais, c'est quand même pas mal du tout, cette explosion du drive. Je pense qu'il y en a beaucoup en transition. En transition, c'est ça, ouais. Il a une des top 5 efficacités pour les gens qui font plus de 3 transitions par match. On est à 1,28 points par transition, donc c'est assez excellent. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas que dans l'autocréation, il est quand même bien dans le flow du jeu de l'équipe. Tu vois, il a 76% de ses paniers qui sont assistés à 3 points. Donc c'est un bon shooter qui peut jouer off-ball aussi. Par contre, en termes de création, pour m'être envoyé toutes les passes, pour moi, c'est du tout juste ok. Quand je dis tout juste ok, déjà bon, il a pas de menace de alley-oop. C'est beaucoup de pick and pop avec Vucevic et Jalen Smith. Par contre, sur drive and kick, je trouve pas mal du tout. Alors après, il y avait des passes grandes ouvertes parce que tout ce qui l'entourait, c'était quand même du Guidé, du Dosumnu, du Patrick Williams. Donc souvent, la passe est facile, mais tu te doutes que la défense était ok avec ça. Donc au niveau création pure et dure, j'ai pas vu des choses géniales, mais par contre, je l'ai trouvé vers volontaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas un trou noir, je pense pas que ce soit un trou noir Coby White, ou en tout cas là ça l'est plus. Donc globalement offensivement on a quand même un package qui est vraiment sympa, tu vois. Ça je peux me le considérer comme alors je sais que t'aimes pas trop parler en termes d'options, mais tu vois, la deuxième, troisième option d'une équipe compétitive, ou alors le premier qui sort du banc, qui va être un peu un détonateur d'une seconde unité. Donc attends, ça change tout, hein. Tu commences à me parler deuxième option d'une bonne équipe et là tu passes sur le banc. C'est pas pareil. Troisième. Ouais, mais après tu vois, si c'est le premier qui sort du banc et qui joue 28 minutes par match et qui au final il est aussi viable à côté de ta star ou de tes deux stars, pour moi ça revient, pas que ça revient un peu au même, mais s'il est viable off-ball notamment, et je pense qu'il l'est, du coup ça fait un mec qui offensivement a un packaging vraiment sympa. Tu vois, c'est vraiment pour ça que tu vois, je m'étais posé la question par rapport à Lou Dort au niveau du classement, et c'est pour ça que je le vois au-dessus. Défensivement par contre, je note pas beaucoup d'efforts dans ce que j'ai pu voir. Moi quand je l'ai vu, c'est vrai que je me suis dit mais attends, je le voyais tout gringalet, tout petit Coby White dans mes souvenirs, et en fait il est quand même assez grand au niveau de la taille. Donc du coup j'ai été m'enseigner. Du coup j'ai découvert qu'il faisait à peu près la taille de Derrick White par exemple. Par contre il a des 6'5", ouais. Voilà, des bras pas ouf du tout. Voilà, mais du coup c'est un peu frustrant parce que tu te dis, alors est-ce que c'est pas aussi parce que il joue dans une équipe un peu dont on se fout ou qu'on se moque, mais qui est pas un peu plus d'intensité défensive aussi pour t'imaginer, te dire mais attends, ce mec là je peux me l'imaginer aussi dans une équipe très compétitive, quoi, tout simplement. Donc un peu de frustration sur la défense, que je pense que il y a la vivacité au niveau des pieds en attaque. Il y a d'avoir une compréhension de tout ce qui se passe sur le terrain. Je vois pas pourquoi il pourrait pas faire mieux en défense. Voilà. C'est un peu le drame de sa carrière et de sa vie. Je ne sais pas, mais le fait que mais il joue plus petit qu'il n'est, parce que comme tu dis, il est grand, 6'5" de taille, mais en fait il a des petits bras.
Donc forcément, t'as l'impression qu'il est tout petit ou et non en fait c'est juste le fait que comme t'as des petits bras, tu joues un peu plus petit que ta taille, alors qu'à l'inverse, tu vois, t'as des mecs qui sont assez petits, mais comme ils ont un bonus d'envergure de bras, eh bien ils vont jouer beaucoup plus gros que leur taille, sans parler de Marcus Smart ou même de Draymond Green évidemment. Draymond, tu vois, il fait que 6'6 de taille à peu près, 6'7, mais il a des bras de plus de 7 pieds de long, donc il peut défendre des pivots, il peut protection de panier, etc. Mais voilà, même chez les petits, je veux dire, ça arrive. Et là, c'est l'inverse. Donc c'est un peu ce qui est dérangeant, et je pense que ça l'affecte aussi en attaque, au niveau du passing, notamment parce que voilà, un mec qui fait 6'5 de taille, tu peux te dire bon bah c'est quand même une très très bonne taille pour un meneur, quoi. Donc pour dire, je sais pas, je crois que Kyrie et Curry sont à 6'3, 6'2 à peu près, un truc comme ça. Donc voyez un peu l'écart, la différence. J'ai pas les mesures françaises ou en métrique, c'est quoi, c'est 1,96 je crois, 6'5 à peu près. Mais c'est un peu le problème. Après, tu vois, au niveau de la défense, ça me dérange moins parce que je pense que la force du profil n'est pas trop là. En plus, hein, comme tu as dit, le contexte des Bulls. Mais le truc, c'est qu'on a affaire à un profil offensif qui est devenu hyper intéressant. Mais on est toujours un peu coincé dans ce rôle un peu ambigu de, ok, c'est un créateur. D'ailleurs, un créateur qui peut bouger off-ball, hein, comme tu dis, que ça c'est bien. Il est viable même quand il est off-ball parce que le shoot est là. Donc ça, c'est très cool. Mais un peu comme tu disais, Anthony Simons, parfois un peu Tyler Hero, même si Hero a quand même un top passing, ou des profils un peu comme ça, où tu te dis, en fait, ils sont créateurs, mais ils sont pas assez créateurs, pas assez bons dans ce rôle-là pour être des créateurs stars, un peu, bah tiens, prends 30% d'usage et c'est toi la star de l'équipe. Le passing est cool, mais c'est pas non plus assez pour être non plus un dépositaire un peu du jeu, du playmaking collectif de l'équipe, etc. Et finalement, t'as un peu cet entre-deux où tu dis, ok, il crée des points, mais et il crée de l'attaque, mais on peut pas non plus trop le sous-utiliser parce qu'il est bon, mais en même temps, il peut pas non plus être à lui seul le créateur majeur. Cela dit, je trouve qu'il a un peu confirmé l'an passé, où il avait déjà un peu commencé à exploser, hein. Il était passé de 9 points par match à 19 entre 23 et 24. Et là, c'est la confirmation, j'ai l'impression, avec le drive, de plus en plus qui se confirme, même si, nuance, tu l'as évoqué, à quel point aussi un peu les transitions viennent pas un peu booster ces chiffres de drive. Mais au-delà de ça, au-delà du côté contre-attaque et transition, au-delà de cette mini-nuance, je le trouve quand même meilleur au niveau de l'attaque du panier. Et autant il y a des petits bras, et ça c'est un peu dommage, autant on trouve quand même un aspect de vivacité avec la balle qui est quand même assez cool, et un niveau de dribble que je trouve il avait pas à l'époque de UNC et de la fac, quoi. Et j'ai l'impression que tous les éléments du toucher de balle sont bons avec lui. Les lancers francs, dans ce que j'avais regardé, c'était top. Là, cette année, la zone des flotteurs, on a 48%, c'est top. On sent que c'est un mec qui a, ça fait talentueux dans les mains aussi. Je me demande si ça rajoute pas à ce profil-là, toujours un peu ambigu. Et moi, je sais jamais trop quoi faire de ces mecs-là. Et je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais quand je disais qu'Anthony Simons, c'est une curiosité, ben c'est voilà, ce genre de mec dans une équipe normalement compétitive, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et Kobe White, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Pas un plus gros usage, voire même légèrement moins, mais est-ce que on n'aurait pas un profil hyper sympa à côté de gros défenseurs qui pourraient un peu cacher ses limites aussi. Ouais. Oui, je comprends, mais tu vois, si on prend, tu dis deuxième, troisième option d'équipe, Boston champion 2024 là. Tu penses qu'il peut être troisième option de cette équipe? Non, mais elle était pas logique, cette équipe. Non, mais OKC de cette année, même les Knicks. Tu vois, par exemple, les Knicks 2025. T'as Brunson, il y a 4. Est-ce que pour toi, un Kobe White serait la troisième option? Moi, ça me paraît un peu léger. Je trouve que justement, c'est un peu le problème, c'est qu'on est un peu en dessous, quoi. Ce qui est embêtant, c'est que ton Brunson 4, ils te prennent beaucoup d'usage, et qu'en fait, à côté, t'as mis des gros défenseurs, et en fait, nos derniers champions, c'est quand même des énormes défenses. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de faiblesse défensive quasiment dans toutes ces équipes. Et alors, si Denver avait gagné, ça aurait Indiana avait gagné, ça aurait été peut-être un peu différent. Mais c'est vrai que si ça continue comme ça, on va avoir comme référentiel que globalement une faiblesse défensive, ça devient vraiment très compliqué pour aller tout au bout. Et c'est pour ça que je parle de l'attaque, parce que un mec qui est pas bon en défense, c'est pas grave s'il est génial en attaque. Ou vice versa. Mais là, il y a un peu ce truc de bon, bah il est pas top en défense. En même temps, il est peut-être pas assez fort en attaque non plus pour qu'on se dise oui. Enfin, tu vois, encore une fois, hein, Trae Young, ok, il est nul en défense. On se pose pas la question. C'est tellement un créateur offensif énorme que bah oui, c'est pas grave, on accepte le compromis et crée-nous l'attaque, quoi. Je trouve que Kobe White, je trouve que Anthony Simons, des mecs comme ça sont un peu entre deux, quoi. Donc en fait, je me demande si à terme le meilleur rôle d'un mec comme Kobe White, c'est pas alors je vais exagérer exprès, mais
au final, est-ce que il vaut mieux une saison à 30 minutes par match aux Bulls ou est-ce que Ty Jerome, ce qu'il a fait aux Cavs, tu vois, bon, Ty Jerome est sans doute encore un pire en défense, sans doute. Mais tu vois, si je te demande à ton avis qui est-ce que tu préfères en termes de saison offensive entre Ty Jerome 2025 et Kobe White 2025, pour moi, il y a un peu de duel, quoi, tu vois, entre les deux. Et en fait, vu le côté très bon en attaque, mais pas non plus calibre All-Star All-NBA, et l'autre côté, la faiblesse défensive, est-ce que le meilleur rôle de Kobe White à terme, c'est pas d'être, comme t'as dit, hein, le sixième homme de luxe, mais sixième homme tout de même d'une top équipe, en fait. Ou soit ça, soit sinon rester dans les mauvaises équipes et être gros usage. C'est des profils, c'est des profils qui sont assez hyper compliqués. Et souvent, c'est tout le temps dans des équipes faibles qui explosent entre guillemets. Et donc, on a toujours cette limite de dire, ouais, mais attends, ils n'ont pas gagné de match de l'année, quoi. Lui, il a produit des choses sympas. À minima, tu vois, autant je disais que son passing, il me faisait pas rêver. Par contre, ça peut être top connecteur, par contre. Mais t'auras toujours cette faiblesse de la défense. Je pense qu'en termes de connexion, c'est cool, quoi. Non mais voilà, petite parenthèse sur le rôle, on l'a fait, mais bon, pour revenir un peu sur le joueur, beaucoup de pull-up aussi à 3 points, ce qui est assez appréciable, qui vient un peu compléter le drive cette année, mais le pull-up en général aussi est assez cool pour le coup. Mais bref, donc il y a ça, il y a le 3 points, il y a le dynamisme aussi offensif. Au niveau du passing, c'est vrai que c'est pas la folie. Tu vois, tu parles un peu de driving kick, même sur pick and roll, je trouve qu'on a les basiques, mais pas plus. Donc c'est ce qui me manque aussi, et je pense que c'est un peu la différence avec un héros qui a un peu plus de passing notamment. Mais le côté on-off ball me plaît beaucoup chez lui. Et puis voilà, c'est pas pour rien si les Bulls ont été, alors les Bulls, le projet Kata, on commence enfin à tanker, etc., etc. Mais si les Bulls ont été à ce point compétents aussi et moteurs en transition, c'est une des meilleures équipes de NBA en transition, en contre-attaque, prendre des tirs très tôt dans la possession. Je pense que Josh Giddey a aidé en termes de passing, de se projeter vers l'avant. Je pense que le dynamisme également de Kobe White a bien aidé. Donc ok, peut-être qu'il jouerait pas ces 33 minutes par match dans toutes les équipes, mais si on évalue un peu l'exercice du jour, c'est évaluer la valeur 2025 de facto, bah il a joué un gros temps de jeu, il a été assez important je trouve dans ce contexte-ci. Au final, il a généré pas mal de valeur dans ce contexte-là, donc ouais. Tu vois aussi le fait qu'il a passé les 10%, il est à 11% de shooting fall percentage sur le pourcentage de N1 aussi. Vraiment, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de touchés et peut-être aussi de la nuance dans son jeu qui progresse aussi parce qu'il doit pas être voilà, il entre gentiment dans 25 ans. Il a le droit de continuer à progresser aussi, donc il y a un monde où on continue à en parler, et en plus cette année c'était sur un contrat assez cool, donc vraiment une jolie saison, quoi. Vraiment une jolie saison qu'il faut mettre en valeur. Et donc au niveau classement, où est-ce qu'on imagine tout ceci? Je me demande si du coup au-dessus de Nembhard et au-dessus de Josh Hart, je pense. Donc entre je le vois, ouais. Moi, j'étais plutôt bas du classement, je t'avoue. J'étais quand même beaucoup plus bas. Plus bas que ça? Ouais, j'aime bien la création. En dessous de Washington, par exemple? Je sais pas. Peut-être qu'il faut des reclasser, mais ou alors il y a un Dante DiVincenzo qui j'ai l'impression que DiVincenzo quand même qui apporte plus de valeur, quoi, en fait. Même si c'est pas de la création directe, entre la défense d'élite, entre le connecting, entre le jeu off-ball, etc. Je me pose la question par rapport à ça, quoi. Mais c'est peut-être DiVincenzo qui est mal placé aussi. Je sais déjà plus où on a mis Dort au-dessus de McDaniels, je crois. Voilà, on a Lou Dort, McDaniels et Horford pour conclure ce classement. Les points de repère, ouais, Nembhard, Powell, tu mettrais quand même Kobe White au-dessus de Nembhard et Powell, alors. Parce que mine de rien, il y a de la création quand même, quoi. Parce que même si elle est simple, primaire entre guillemets, elle est quand même là et quand même dans un volume qui est pas déconnant non plus, quoi. Alors c'est peut-être aussi parce que il est dans une équipe où il n'y a pas Haliburton par exemple, pour parler de Nembhard, mais il l'a fait, quoi. Il l'a fait, et plutôt assez proprement entre guillemets, quoi. Tu vois, au niveau des pertes de balles, c'est raisonnable. Alors attends, moi c'est à la limite, moi, j'aurais plutôt tendance à prioriser la défense de McDaniels, DiVincenzo, Lou Dort, mais ok, à la limite, je viens souscrire à ce côté pondérer favorablement la création offensive. Par contre, je t'avoue que sur le duel Kobe White, Norman Powell, je préférais sans doute Norman Powell, avec beaucoup moins de compromis offensifs, un volume qui est similaire, voire même un peu au-dessus, efficacité qui est aussi plus intéressante, etc. C'était un peu pour ça que moi j'ai le remonté Powell. Tu sais, au début je voulais remonter Powell. Ah d'accord, ok. Parce que tu sais, je trouvais que justement il y avait zéro compromis par rapport à Hart notamment, tu vois. Tu veux qu'on reclasse? On peut classer Powell
puis Kobe White, puis Nembhard, un truc comme ça. Moi, ça peut, ouais, enfin, en plus, c'est pas les mêmes, c'est pas exactement les mêmes rôles, mais tu sais, pour moi, Powell, c'est vraiment tu sais, quand on parlait de Kobe White, ça me faisait penser quand même un peu au Gunman. Oui, clairement. Et on est quand même donc, qu'il soit à peu près dans la même zone, ça me paraît pas déconnant du tout. Après, est-ce que Powell, c'est pas juste la version, quasi parfaite de ça? C'est quand même une possibilité, quoi. Ok, bah faisons ça. Reclassons un peu à la hausse Norman Powell devant Kobe White alors. Et tout ceci devant le groupe Nembhard, Washington, DiVincenzo, Ludorf, Les fins McDaniels, de classement, Clearford. c'est toujours l'enfer, hein, franchement. Ouais, même le début et même le milieu, hein, en général. Mais Non, le mais début, bon. ça, je pense. Quoique, on n'est pas arrivé. Bref, donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 4 avril 2025, décidément. C'est un dunk en transition sur quelqu'un, un poster sur un joueur des Blazers. Qui est sur le terrain augmente cette action marquante où Kobe White postérise plus ou moins un joueur des Blazers. Donc Kobe White, tu vois, en avril, donc il y avait peut-être plus Lavine, donc on va pas dire Lavine. Vucevic. Vucevic, oui. Guidé. Josh Giddey, oui, en effet. Dosumnu, moi j'aime bien Dosumnu. C'est pas Dosumnu, il y a quelqu'un où, quand j'ai envie de boire du café, j'ai envie de boire mon café, je le sers dans une tasse. Oui, pas une tasse. C'est mon café. ma tasse Bouzelis. Exactement, ma tasse Bouzelis. Waouh. Du coup, j'ai quand même un ailier parce qu'il peut y avoir. On a dit Kobe White, on a dit Vucevic, ok, on a dit Bouzelis. Il t'en reste un. Il peut y avoir Lonzo Ball a pas beaucoup joué. Werther. Exactement, Kevin Werther, ouais, tout à fait, Kevin Werther. Et côté Blazers alors. Simmons, tiens. Non, pas sur le terrain à ce moment-ci. Camara. Pas non plus, non. On a un Français. Un Français qui d'ailleurs, je crois, a une sœur qui fait aussi du basket à très haut niveau. Pourquoi je bug Rupert. Exactement, Ryan Rupert. Ok, waouh, ouais, Ryan Rupert, je savais même pas, ouais, ok, j'avais un peu... On a un pivot qui a des chaussures à peu près de 60 kilos. Ayton. Non. Ayton, ça bouge quand même pas mal. Non, c'est un pivot des Blazers. Klingan dans ce cas-là. Exactement, Klingan. Ouais, Scoot Anderson. Scoot Anderson, non. Mais un autre jeune. Avdia, oui, exactement. Il y a Shaedon Sharpe, l'autre jeune. Exactement, Shaedon Sharpe. Et le dernier qui s'est fait postériser, il est passé par Boston, je crois. Il a fait une petite pige à Boston. Il a commencé à Toronto. Et c'était un grand meneur très très fin. Ah oui, je l'ai plus, attends, je l'ai plus. Oui, par Toronto, Banton. Exactement, Dalano Banton, tout à fait. Et donc on peut avancer à notre 4e joueur du jour, James Harden, si tu veux bien, je te fais le topo. 35 minutes par match, 79 matchs de régulière, 23 points par match quasiment et 9 assists quasiment par match également. 30% d'usage de basketball référence, donc énorme. On passe la barre symbolique des 30% d'usage, la barre des stars, et 101 de true shooting plus, donc plus 1% relatif à la moyenne. Pour te lancer, on est vraiment sur un peu la saison inattendue de la part de Harden à cet âge-là. Ben ouais, on est reparti sur un Harden de 30 ans, c'est ça. Énorme, sauf qu'il a perdu certaines qualités, mais oui, on est reparti sur un usage de zinzin là, au-dessus des 30%, même peut-être plus que ça. Pour commencer, j'avais fait un filtre de mecs à plus de 1500 minutes, plus de 30% d'usage et plus de 30% d'assist. Ouais. Donc globalement, les mecs qui sont pas héliocentriques mais à un énorme volume et de création collective énorme. Ouais. Donc avec ce filtre là, j'avais 10 mecs. Donc t'avais tous les mecs héliocentriques qu'on connaît, les James Harden, du coup, les Devin Booker, les LeBron James, les Brunson, Antetokounmpo, Jokic, et les jeunes porteurs de balles, Morant, Trae Young, Cunningham et LaMelo Ball. Et en fait, ce que j'étais assez surpris de voir, c'est que James Harden, il était toujours au milieu du paquet au niveau de l'efficacité. C'est-à-dire il est toujours bien plus efficace au scoring que les Trae Young, les Ja Morant, les Cunningham et Ball. Un ton en dessous des méga superstars qui sont au-dessus que j'ai pu citer tout à l'heure, quand même, malgré tout. Alors qu'avant, il faisait partie de cette caste. Mais moi, j'étais assez
estomaqué, qui a 35-36 ans, il arrive à rechoper ce volume-là sur un nombre de minutes mais colossal, 2000, presque 2800 minutes cette année, un volume à la passe mais monstrueux. Par contre, du coup, il a perdu beaucoup de ballons. Voilà, mais du coup j'étais assez assez estomaqué qu'il arrive à mener une attaque quand même une partie de l'année. Il y a pas Kawhi Leonard, donc au final il mène une attaque avec lui, Norman Powell, Ivica Zubac en mec positif offensivement, à être dans la moyenne de la ligue au final. Donc assez surpris, assez admiratif, c'est le mot que je chercher à cet âge-là, de réussir à produire autant et de manière bonne, très bonne, voilà. Et il y a toujours des choses dans lesquelles il reste complètement élite. La provocation de faute est toujours très bonne. Il fait environ 15 drives par match. Il met 1,16 points par drive, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne de la ligue, donc c'est toujours, même si c'est plus comme avant, c'est toujours assez excellent. Et toujours, c'est toujours un des premiers au nombre d'isolations par match. Et donc on était à 1,06 points par isolation, donc c'était toujours très très bon. C'est par exemple, c'est mieux qu'un Tatum, c'est pareil qu'un Doncic, c'est mieux qu'un Edwards. En fait, le vieux Harden, en fait, il est au niveau des superstars de maintenant, dans certaines catégories toujours, et c'est assez bluffant. Et je crois qu'il est encore premier de NBA aussi en fréquence d'isolation. Non pas fréquence, pas en isolation par match, pas le chiffre brut, mais en relatif à son propre jeu. Qui est-ce qui prend le plus d'isolation relatif à tout autre type de truc? Je crois qu'il est encore premier. Donc en fait, Harden n'évolue jamais. Mais non, mais il y a un truc assez marrant parce qu'on parle beaucoup de Norman Powell qui a pris un peu la suite de Paul George. La vérité, c'est que oui, il a aidé un peu, son volume a un peu augmenté, Norman Powell, mais le vrai mec qui a augmenté en volume, c'est pas tant que ça que Powell, c'est Harden. Et pour moi, c'est totalement inattendu. Et comme tu dis, en plus, avec, non seulement il reprend un gros volume, mais on aurait pu penser que, bon, bah, il faut, il y a pas Kawhi Leonard sur la première partie de saison, il y a plus Paul George, faut bien que quelqu'un prenne les tirs. Bon, il les prend, mais ça marche pas. Et non, en fait, on a tout l'inverse. Non seulement il reprend ce volume, alors que c'est quand même assez énergivore, mais en plus ça marche, quoi. On est encore efficace, on est encore, t'as parlé de l'isolation. La nuance, c'est aussi, je crois qu'aujourd'hui, il le fait beaucoup sur du shot making, isolation notamment. C'est le jump shot qui rentre beaucoup, alors qu'avant, c'était beaucoup de drive aussi, on va dire. Là, il y a moins de drive, mais moins par rapport à ses standards, évidemment. mais voilà, je trouve que on s'est un peu perdu dans le narratif de la saison, j'ai l'impression, parce que tu vois, comme Powell, c'est un peu le truc facile qui dénote par rapport à ce qu'il y avait avant. Harden, on dit, bah oui, il était déjà là avant, quoi. Il était déjà là avant. On a en plus l'image de star. Oui, bah c'est une star, ok. Je trouve que finalement, le step-up qu'a fait Harden entre 24 et 25 est presque plus impressionnant que celui de Powell, qui finalement joue un peu comme d'habitude, avec un peu plus haut volume, mais c'est pas non plus comme s'il avait pris un volume de fou. Alors que de l'autre côté, Harden, tu vois, c'est le 8e plus gros usage de NBA sur Cleaning the Glass quand tu prends passing et scoring. C'est devant LeBron, devant Jalen Brunson, Mitchell, Tatum, Edwards, etc. On est encore top 10 des plus gros usage de NBA, avec un style qui est efficace là-dedans. Dans ce top 10, c'est littéralement le 3e plus efficace. Il y a que SGA et Giannis qui font mieux sur ces énormes volumes. Donc il fait mieux que Ja Morant, Trae Young, Banchero, LaMelo Ball, Cade Cunningham, pardon. Et c'est peut-être un des seuls qui est le plus, on va dire, dépositaire du jeu de son équipe dans ce top 10. Alors il y a Trae Young aussi, mais tu vois, il est quand même plus dépositaire du jeu en termes de playmaking, organisation de l'attaque, etc. que des justement Ja Morant, avec le système à Memphis, que des SGA aussi, etc. quoi. Donc en fait, on a cette saison un peu qui sort de nulle part pour essayer de le réillustrer autrement. Tu vas prendre son nombre de tirs, tentatives de tirs par 100 possessions, etc. Comparé à l'an passé, la hausse est quand même assez conséquente, quoi. Donc ouais, c'est un peu le point principal. Je pense pas, je vais pas dire que c'est pas son vrai niveau. Je pense pas que ce soit durable. Ça, c'est à peu près sûr que, tu vois, je m'attends pas à ce que l'an prochain on est pareil. Mais disons que les circonstances ont fait que il y avait plus Kawhi en début de saison. Il y avait plus Paul George. Norman Powell était là, mais Powell, c'est un peu plus de volume, mais pas non plus des tonnes. Et qui est-ce qui a un peu repris tout ça? C'est Harden. Et il a pu le faire pendant 1 an, c'est bien. Si tu recommences l'an prochain, sans doute que tu auras moins de résultats satisfaisants, peut-être. Mais je trouve que c'est assez dingue d'avoir réussi à refaire ça, quoi. Parce que petit à petit, son volume avait descendu depuis la période Rockets,
Sixers, enfin Nets, puis Sixers, puis en plus aux Clippers même l'an dernier. En fait, la saison comparée à l'an dernier n'a aucun rapport. Alors, à part le fait qu'il prenait des 1 contre 1, déjà l'an dernier, cette année encore, mais en fait, il prendra toujours des 1 contre 1, Harden. Mais au final, la version 2024 de Harden, qui était pas meneur pass first, mais quand même un peu plus axée distribution, elle a rien à voir avec celle d'aujourd'hui qui a dû prendre beaucoup plus de ballons de création, en fait. Complètement. Tu vois, son ratio de playmaking, il a baissé de 0,3. Ce qui est, enfin, c'est énorme. Tu sais, vraiment, t'as l'impression qu'il a pas fait quasiment, enfin, il y a une partie du métier qui a complètement changé, quoi. Et ce qui est quand même fou, c'est que, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il a joué un nombre de minutes, mais colossal pour un mec de cet âge-là. J'en ai à 79 matchs, et il a dû jouer 35 ou 36 minutes par match, en moyenne. Donc, finalement, la propreté rapport au volume, elle est, de premier ordre. Et si on ramène en plus à l'âge, elle est encore plus incroyable, on va dire. Après, il y a toujours les mêmes défauts. Enfin, t'as parlé un peu des déchets. Toujours beaucoup de turnover. Et ça c'est vrai que ça a un peu explosé comparé à d'habitude. Tu vois, il a 16% de turnover percentage. D'habitude, il est plutôt autour des 12, 13, 14, grosso modo. Donc là, ça a quand même bien augmenté au niveau perte de balles. Mais bon, ça fait aussi partie du truc, on va dire, à ce point plein de ballons et plus autant de jus. Le côté aussi, on voit que de plus en plus, ça a un peu de mal à aller au panier. Il y a pas le jus d'avant, mais ça paraît assez logique. Tu vois, il a peine à 60% de réussite au panier, ce qui est son plus faible total quasiment en carrière, quoi. Alors, heureusement, les lancers francs viennent sauver ça. Donc, des tirs où ça ne compte pas dans le box score, il y a les lancers francs à la fin. Il est encore élite là-dessus, 16% de shooting foul percentage. C'est quand même très cool, même si on n'est plus non plus à son prime de 19, 20, 22%, qui était le meilleur de NBA. 16%, voilà, c'est quand même élite également. Mais ouais. Et puis défensivement aussi, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que il y a toujours une, deux, trois fois par match où il va un peu s'endormir et il y a un cut dans son dos, ce genre de choses. Mais tu vois, je trouve que là-dessus, bah c'est pas pour rien que les Clippers c'était aussi une défense d'élite. Alors je dis pas que c'est lui qui était un peu la clé de voûte, mais en fait c'est un mec qui, je trouve, faisait pas tâche dans cette défense qui était en plus assez demandante, une défense extrêmement proactive. J'ai des souvenirs de matchs je sais pas, contre des Suns, contre des Clippers où ça vient défendre le pick and roll à 3 parce que Zubac reste en drop, donc il faut qu'un mec s'interpose au milieu pour stopper un JDA. Bah ça va être un James Harden ou il va être côté faible. Aussi la polyvalence par rapport au post-up parfois ou sur la flexibilité de line-up qu'il peut proposer parce qu'il est capable de défendre des postes 3, des postes 4 par moment. Donc y compris parfois au poste bas. Je trouve que la défense, ok, parfois il y a des erreurs un peu grossières et beaucoup de monde retient ça, mais je pense pas qu'on soit sur un méga négatif non plus, Harden, en 2025 y compris. En fait, vu qu'il était quand même très bien entouré défensivement, parce que l'effectif des Clippers c'était quand même avec beaucoup de profils assez défensifs, Ouais. et vu que c'est un mec qui a le corps, qui a le QI largement pour comprendre ce qui se passe et bien entouré, bah au final c'est un mec qui du coup fait pas trop tâche parce que comme tu dis, sauf les moments torero qu'on voit tous passer en boucle, en fait c'est pas un poids mort du coup de par son poste et de par le fait qu'en fait il a un corps qui va supporter aussi des choses, voilà, et un cerveau aussi, donc c'est complètement le genre de mec autour de qui tu peux mettre des bons défenseurs et du coup tu vas pas trop devoir réfléchir en permanence à devoir le cacher tout le temps comme un Trae Young que tu parlais tout à l'heure, des choses comme ça. Donc ouais. au final ça fait une équipe qui a fini cinquième de l'Ouest, donc cinquième d'une super conférence hyper compétitive avec le meilleur joueur théorique qui est pas là toute l'année, voire même pas là beaucoup. J'ai plus le nombre de matchs, mais Leonard. Donc au final ça fait quand même des super résultats menés par un ancien top 2, top 3 NBA pour la grande partie de la saison, et donc il était le dépositaire du jeu offensif tout simplement. Alors l'attaque du coup elle était pas phénoménale, hein, c'est une attaque moyenne au final. Oui, mais en même temps c'est aussi la valeur de Harden, c'est que t'as un effectif défensif et il va au moins le tirer l'attaque vers à peu près la moyenne, quoi, grosso modo, alors qu'il doit faire des pick and roll avec Chris Dunn qui est côté faible, donc pas respecté, Derrick Jones Jr. qui va aussi être pas trop respecté parfois, et ainsi de suite, quoi. Donc ouais, mais bon, pour qu'on se projette dans le classement, où est-ce que tu l'imagines, notre ami James Harden? Là j'étais en train de me dire que je le mettrais peut-être, j'hésite, sous Jaren Jackson Jr. Ouais. Mais je me demande si je le mettrais pas au-dessus de KD.
Donc le classement pour l'instant, on a Giannis numéro 1, Brunson numéro 2, Jackson numéro 3 et KD numéro 4, ensuite Cade et Banchero. Donc pour toi, par exemple, le duel avec Cade Banchero est un peu réglé vite. Mais je pense qu'il est toujours bien plus efficace que ces deux-là, et que le volume de ce qu'il arrive à diffuser sur le reste de l'équipe est, en termes de volume en tout cas, est toujours aussi, bien plus grand. C'est peut-être pas de Cunningham quand même, mais voilà. Et en efficacité, il est quand même assez nettement plus efficace. Alors sur peut-être un plus petit volume au scoring. Mais je pense que KD, le problème, j'ai pas trop regardé, mais du coup, il doit avoir toujours une efficacité de zinzin. Mais j'ai toujours cette sensation, et puis ça s'est pas bien passé de non-diffusion absolue en fait, voilà. Voire même de diffusion pas positive pour le reste de l'équipe. Alors que Harden, vraiment, t'as l'impression qu'il a on parle de 33 ou 34% d'usage, mais t'as l'impression vraiment, de par son rôle, il va avoir fait 60% de l'attaque des Clippers toute l'année, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Donc le mec, ça a quand même une valeur, et du coup, en étant pas négatif défensivement, et en étant un maillon d'une défense bonne, voire même très bonne. Je pense que la version 2024 de Harden serait en dessous de Cade. Oui. Je pense qu'en 25, ça se bataille un peu, voire même je serais prêt à le mettre un peu au-dessus. Après, tu vois, le différentiel d'efficacité est pas aussi énorme qu'avant, parce que il a un peu baissé lui-même, Harden. Alors, il est à +1 relatif à la moyenne. Je crois que Cade est à -2, -3. Donc l'écart s'est réduit par rapport à il y a encore un an ou deux, où tu vois, l'un était à -10 et l'autre était à +10, quoi. Mais non, moi je suis d'accord. Le problème de KD, c'est que je sais pas quoi faire de sa saison, en fait. Je sais pas quoi faire, parce que la saison est tellement, tu vois, c'est pas normal, quoi. La saison des Suns, elle a pas de sens, quoi. C'est pas genre, ah bah tiens, l'équipe s'est plantée, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, et donc ils sont arrivés là. On a eu un effondrement qui fait que, comment est-ce que tu juges sa défense ou non défense? Comment est-ce que tu juges aussi les faiblesses peut-être offensives de playmaking, etc. Enfin, j'aurais quand même tendance à garder un peu KD au-dessus, mais je sais pas quoi faire de la saison de KD, en fait, en vérité, et de tous les Suns. Mais en fait, t'as vraiment ce côté de, ça reste un sport. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu particulier, parce que là on juge ce qu'a produit le mec, mais le flow collectif, pour moi c'est quand même un facteur multiplicateur pour un James Harden, quand ça va être un facteur neutre à zéro à zéro, j'exagère un peu, mais c'est vrai que KD, enfin, tu vois, moi ces dernières années où je me suis rendu compte de cette non diffusion de KD, ça me le fait baisser dans mon. Là, je suis plutôt dans un truc all time pour KD, avec le recul qu'on a et tout. Tu dis, mais quel formidable joueur pour mettre un ballon dans un panier. Mais au final, sur le reste du collectif, ça a trop rarement été merveilleux. Alors que des mecs arrivent à diffuser, et en plus, je sais pas si on n'est pas dans cette ère-là, je digresse beaucoup, je suis désolé, des mecs qui diffusent, que t'as l'impression qu'ils gèrent tout, les Jokic, justement les Harden, les LeBron, qui ont diffusé à outrance année après année, et ce qui les a amenés à haut niveau tous les ans, quoi. Je veux dire, un KD doit pas jouer les playoffs, quoi. Enfin, cette qualité-là qu'ils ont eu à Phoenix, comment tu fais pour pas avoir de résultats et pour être aussi vilain, quoi? Ok, je te suis alors. Je te suis. Si vous avez des complaintes, faites-les auprès de Vince. Non, mais voilà. Je peux comprendre que sur la saison, c'est vrai que ça peut faire sens de dire qu'on met Harden un peu au-dessus de KD. D'accord. Du coup, le duel Jaren Jackson qui était au-dessus de Kevin Durant, ça te choquait pas alors, qu'on avait fait la dernière fois? Moi, avec les pivots, j'ai un problème avec les pivots, mais il y a beaucoup de combos. En plus, j'ai dû être traumatisé de Jaren Jackson Jr. qui m'a massacré sur un match de saison régulière. Quel match? Encore et encore sur du drive. C'était quoi? C'était en décembre, je me rappelle bien. Ouais. Du drive, il nous avait bien tabassé. Il y a toujours le shoot à 3 points. Il doit y avoir une protection du panier, j'imagine, qui est excellente. En creux défensive, c'est du top niveau, Jaren Jackson Jr. D'ailleurs, les moves de Memphis le prouvent. Ils misent tout sur, en partie lui, entre guillemets, quoi. Pour l'instant. Après, ils vont le virer pour donner un gros contrat à Ja Morant. Il sera trop cher. Il faudra décaler encore et encore. Bref. Parlons pas de Memphis, mais ok, très bien. Faisons comme ça alors. On le met là pour l'instant. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 5 mars 2025. Action marquante de la saison. Qui est sur le terrain pour le dernier panier d'une performance à 50 points contre les Pistons, justement. 50 points pour Harden, un peu grosse perf symbolique, la première fois qu'il mettait 50 points depuis quelques années. Et donc, qui est sur le terrain au moment du dernier panier de Harden durant ce match? Du coup, Harden, dernier panier pendant le match, donc ça peut être dans le clutch ou pas? Ouais, Zubac, on va dire. Zubac est là, ouais. Powell n'est pas sur le terrain, non. Tu m'as dit quelle date? Nous sommes le 3 mars 2025. Leonard?
Kawhi Leonard n'est pas sur le terrain, non. Du coup, du Chris Dunn ou Derrick Jones Jr., les défenseurs. Chris Dunn est là. On a quelqu'un qui est très fort le matin, notamment. Amir Kofi. Amir Kofi, ouais, tout à fait. Donc attends, j'ai Amir Kofi, Chris Dunn, Zubac et Harden. Batum pour du shooting un peu quand même à côté. C'est du shooting, mais c'est pas Batum, c'est quelqu'un qui avait été impliqué dans un échange qui avait capoté. Ah, Bogdanovic. Exactement. Bogdan, ouais. Bogdanovic, tout à fait. Et côté Détroit alors. Cunningham. Oui. Tobias Harris. Pas sur le terrain, non. Malik Beasley. Oui. Donc un des pivots du Rennes. Oui, tout à fait. Ozar Thompson. Exactement. Et qui peut y avoir... On est en mars. On est post-trade deadline. Il est champion d'Europe, il est champion du monde. Ah, Dennis Schroeder, ok. C'est Dennis Schroeder, ouais, tout à fait. Donc Dennis Schroeder, le champion du monde, champion d'Europe sur le terrain. Et donc on peut avancer, notre 5e et dernier joueur du jour, c'est Tyrese Haliburton. Je te fais le topo, 34 minutes par match pour la régulière, 73 matchs, 18 points, 9 passes de moyenne, 22% d'usage. C'est peu, mais c'est l'usage de Basketball Reference, donc sans le passing. Donc c'est pour ça, plus 7% d'efficacité relatif à la moyenne. Toujours aussi fabuleux en termes d'efficacité, Haliburton. Bon, comment te lancer si ce n'est dire qu'on a eu une saison assez fabuleuse qui a mené jusqu'au final NBA. On a eu la fin malheureuse, la fin très malheureuse, même match 7, mais une saison tout de même de très très haut niveau de la part de Haliburton. Ouais, je sais pas, plus je décortique sa saison, plus ça a fait Monsieur Propre en fait. Ouais. Un nombre de, on est un peu comme sur Harden, pas une déposition du jeu parce qu'il y a pas beaucoup de scoring, mais en tout cas beaucoup de choses passent par lui au niveau de la passe, au niveau du flow du jeu. Il y a une propreté délirante, il perd jamais de ballon en fait. 8,4% de turnover percentage, c'est hyper bas. Donc on va encore et toujours lui reprocher peut-être son manque de prise d'initiative au scoring. Et du coup, moi, j'en viens à douter sur son... Parce qu'en fait, il y a une super efficacité au scoring, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de forçage entre guillemets individuel, est-ce que je me demande toujours s'il est capable, l'implacabilité au scoring, si elle est présente ou si en fait c'est juste le mec qui fait. Est-ce que c'est pas le mec qui fait le plus les bons choix en permanence sur un terrain de basket? Le syndrome Chris Paul en fait. T'es très efficace parce que tu vas pas forcer les choses en fait. Voilà, ouais, ça force rien, mais du coup c'est la méga propreté, un paroxysme peut-être rarement vu. Donc est-ce que c'est du positif parce que du coup tout ce qu'il fait est propre et positif, ou est-ce que c'est négatif mais d'un autre côté ça fait quand même 2 campagnes de playoffs, alors on peut en discuter longtemps, mais en tout cas ça fait longtemps qu'ils vont loin, ça fait 2 fois qu'ils vont loin d'affilée et là ils étaient carrément pas loin du Graal. Est-ce que le fait de pas monopoliser le ballon, tu n'aides pas tous les autres à s'épanouir aussi? Je parlais de flow, d'influence sur le jeu. Et ben le fait de pas manger le ballon, et ben tous les mecs depuis 2 ans qui passent à Indiana se développent et s'accomplissent en tant que joueurs. Donc il en fait pleinement partie. C'est le maillon au niveau des joueurs le principal pour ça. Donc je m'étais noté que c'était quand même un des mecs qui avait le plus d'influence sur son équipe, malgré un usage pas forcément délirant finalement. Ouais. Donc alors tu vois, on parle souvent de Chris Paul, mais c'est vrai qu'en ce moment il est un peu unique en son genre quand même au niveau de son utilisation. Bon après c'est le porte-étendard de cette attaque hyper rapide, tout le temps en mouvement. Il y a une efficacité délirante. Sur drive on est à 1,29 points par tir à peu près. Donc voilà, toujours la même question, pourquoi pas plus? Mais du coup s'il y a plus il y aurait peut-être moins d'efficacité, donc forcément il doit driver quand il voit une ligne grande ouverte et qu'il sait qu'il doit avoir un jugement de ses propres capacités qui doit être phénoménal. Si on devait faire un trou bonne décision plus, tu vois, il serait très très haut, ce serait le meilleur. Et en même temps si ça forçait un peu plus au niveau du scoring, ça ne serait plus Haliburton non plus en un exactement sens. Ouais. Je suis d'accord, moi je fais ces critiques. C'est des demandes que j'ai de ne t'enferme pas comme Chris Paul qui a jamais trop forcé, mais parce que c'est aussi l'héritage d'une certaine période du jeu aussi où le meneur était censé ne pas trop tirer, etc. Je trouve que la différence c'est qu'on voit que parfois il force en fait. Il force pas
avec une connotation positive, hein, pas forcée Mhm. négativement, mais tu vois, notamment en playoff, on l'a vu, quand il faut scorer, il y va, quoi. Quand il faut scorer, il y va. Alors, c'est pas sa nature. Je pense qu'il y a un côté, il sera jamais à 30% d'usage, de scoring, etc. Mais le premier point, c'est l'efficacité, qui est quand même assez exceptionnel. Même si on peut nuancer, comme tu dis, avec, bon, il est peut-être aussi efficace parce que il force un peu, il va pas prendre des tonnes de ballons. Cela dit, je serais quand même assez confiant sur le fait que même s'il en prenait beaucoup, il y aurait pas une chute d'efficacité qui serait si grande que ça, parce que il y a quand même un toucher de balle qui est quand même à la base de tout et qui est assez fabuleux, quoi. Au niveau du drive notamment, que ce soit les layups, que ce soit les flotteurs, au niveau du jump shot aussi, c'est marrant quand il était arrivé en NBA, on disait oui, alors le jump shot est pas top, mécanique, etc. Alors qu'en fait il est quand même assez fabuleux, même si la mécanique est peut-être un peu non académique au niveau du coude, en effet, mais en fait c'est un vrai top shooter, quoi. Donc en fait, tout est bien, tout est efficace. C'est un des mecs les plus efficaces de NBA, évidemment, avec un tel volume. Mais surtout, l'autre point, tu l'as énoncé, c'est la propreté aussi au niveau des turnovers. Et on avait parlé, je crois, avec Flo quand on avait fait le bilan des Pacers. Je crois que j'avais cherché, et c'est peut-être la saison la plus propre de l'histoire de la NBA, parce que donc 8% à peine de turnover percentage, 8%. Quand tu regardes des joueurs dans l'histoire avec un tel volume de passing, dépositaire du jeu, il n'y en a aucun qui a 8%. Et je parle y compris Steve Nash, y compris des mecs Jason Kidd, Magic Johnson, Stockton, etc. Ils sont tous à beaucoup plus de pertes de balles. Bon, c'est peut-être aussi que le jeu aujourd'hui est différent, mais tout de même, quoi. Tout de même, c'est une anomalie absolument incroyable d'être à ce point orienté passing, orienté playmaking, et faire aussi peu de déchets. Donc en fait, tu vois ça, par exemple, on pourrait le voir d'un point de la part d'un Tyus Jones ou d'un mec comme ça, genre meneur pass first, qui prend assez peu de risques, donc très très peu de pertes de balles et beaucoup de passing. Mais premièrement, Haliburton, il prend pas peu de risques. Il fait des passes risquées, mais des passes home run, hein, comme on dit, mais pour aller chercher la passe côté faible, la skip passe de l'autre côté, la passe par-dessus. Il y a une prise de risque que n'a pas un Tyus Jones, d'ailleurs à un certain niveau n'avait pas Chris Paul, parce que Chris Paul est aussi un peu plus petit parfois, donc ça allait jamais tenter les passes un peu compliquées par-dessus toute la défense, etc. Donc premièrement, c'est d'autant plus exceptionnel que il y a une vraie prise de risque dans ces passes, et deuxièmement, c'est pas que du passing et de la propreté, il y a aussi du scoring efficace. Donc en fait, c'est en un sens une saison assez fabuleuse, je trouve, qui en plus est totalement dans ses standards, hein. Ok, l'an passé, l'année d'avant, il était à 11 ou 10% de turnover percentage. C'était un peu plus haut que cette année, mais ça reste encore parmi les meilleurs de NBA avec un tel volume et une telle tendance à passer. Et puis pareil, je pense que il y a un côté non héliocentrique qui va pas garder la balle des tonnes de minutes quand il est sur le terrain. Tu vois, c'est pas Harden, c'est pas Westbrook, c'est pas ce genre de mec qui à l'époque avait tous les ballons, l'a gardé entre les mains, etc. C'est un peu plus une plaque tournante, mais je pense que c'est tout de même peut-être le joueur le plus important des Pacers. Tu vois, je suis allé regarder un peu le on-off offensif, il a +8. Et je dis pas ça, bon, +8, alors on va comparer, Harden il a +5, LeBron il a +7. Non, juste dans le cadre, simplement le référentiel de l'équipe. En fait, on voit que, ok, les Pacers c'est un collectif, ok, les Pacers il y a plusieurs porteurs de balles, ok, les Pacers il y a du spacing et ça favorise, ok, tout le monde court en transition. Il n'empêche, malgré ça, malgré un effort collectif et des forces vraiment collectives, il n'empêche que le différentiel avec et sans Haliburton est énorme, et énorme dans le positif. Donc en fait, malgré cet effort collectif, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on voit quand même que le avec et sans est quand même très favorable à Haliburton, parce que c'est le moteur de tout. Alors même qu'il a un top backup avec McConnell, alors même qu'il y a Nembhard qui peut le faire aussi. En fait, malgré tout, on voit bien cette empreinte sur le jeu extrêmement atypique des Pacers. C'est aussi et surtout Haliburton, en fait. Ouais, c'est en termes de moteur, on est sur un des plus qualitatifs, très clairement. Ouais. Peut-être pas en termes de volume par contre du coup, mais en fait l'identité des Pacers elle va aussi grandement avec ses qualités finalement. Et je pense que franchement le boulot de Carlisle est génial aussi quoi. Depuis l'arrivée d'Haliburton, tu sais, ça a eu une transformation et tout, et ça colle bien avec ce qu'il a sous la main et notamment son meilleur joueur. Et ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, c'est que on pourrait dire ouais, les Pacers c'est de la transition, etc. Haliburton aide là-dessus parce qu'il se projette très vite, les passes vers l'avant, c'est vrai. Mais tu vois, par contre, tu prends les on-off de l'attaque de contre-attaque, en fait avec et sans, ça change très peu. La fréquence de contre-attaque plus 0,2% avec et sans lui, donc c'est banal. Et pareil pour l'efficacité, plus 0,1. Donc en fait, c'est pas tant sur le jeu de transition où il impacte. Il aide, mais je veux dire, accélérer le jeu, McConnell peut le faire, Nembhard peut le faire, Nesmith peut le faire, Siakam peut le faire. Donc c'est même pas tant là-dessus.
c'est surtout sur le demi-terrain où en fait il fait une différence qui est énorme, quoi. Ouais, Et oui, mais alors que tu vois, il y aura un peu cette idée un peu préconçue ou de loin pour se dire oui, mais les Pacers c'est de la transition, lui c'est le moteur de transition, donc en fait il est important pour ça. Non, finalement la contre-attaque, tout le monde courir, bah ça tout le monde peut le faire, quoi. Au final, c'est surtout sur le demi-terrain où il apporte une plus-value qui est assez énorme, quoi. En plus, tu vois, je pense que justement c'est une des qualités de McConnell que je trouve très bon pour naviguer dans du chaos un peu dans un grand bordel, alors que justement sur demi-terrain, je pense qu'il est beaucoup plus limité quand Haliburton bah il perd à l'aise, quoi, tout simplement. Ouais. Après tu vois, Haliburton, on en revient, c'est qu'il fait quoi de pas bien. La défense est pas géniale, mais malgré tout il est assez grand pour j'allais dire survivre, pour être ok. Donc au final, offensivement, il y a pas grand chose qui fait pas bien au final. Il va pas chercher des tonnes de lancers francs, il y a un côté manque d'agressivité au panier, mais en même temps quand t'as un tel toucher de balle, tu vois, enfin, c'est dommage, il va pas chercher de lancers francs, il prend des flotteurs. Oui. Et au final, pourtant, il est quand même deuxième ou troisième meilleur driver de NBA. Donc à quel point ça manque à gagner, tu vois. C'est bon, je suis pas sûr que ça manque. Non, la question du volume, on aimerait tous le voir scorer et tenter un peu plus. Vu son efficacité, il prend pas des tonnes de tirs au panier, mais comme dit aussi, est-ce que ça compte puisque il est quand même ultra efficace? Non, il y a pas beaucoup de choses qui fait mal, hein, comme tu dis. Je me demande si dans les grosses stars, superstars, c'est pas un des mecs avec qui ça doit être le plus agréable de jouer et de s'épanouir à côté. Les 4 mètres à côté, le fait que justement ça bouge pas non plus un nombre de ballons incalculable et que finalement les mecs doivent être mis dans des situations idéales en permanence ou très souvent. Bah j'imagine, enfin pour l'épanouissement de tous les joueurs autour, je pense que c'est vraiment peut-être le meilleur. Après, c'est agréable de jouer avec lui, mais il faut se taper son père aussi, hein, qui est bortéen et qui. Je suis sûr que ce soit agréable ça pour le coup à chaque match. Mais ok, non, la défense, c'est pas top. Mais t'as parlé de la taille, il y a aussi un aspect aussi playmaker défensif qui est agréable. Avec il a un des meilleurs cerveaux de NBA en attaque, mais aussi en défense. Forcément, c'est un peu la même chose. Hein. Si t'es capable de comprendre le jeu, tu peux également comprendre de l'autre côté quel jeu est en train d'être déroulé, donc un peu de pouvoir le court-circuiter. On est quasiment au 2% de steal percentage cette saison, un peu comme tout le temps en carrière. Il y a 1% de block percentage aussi. Il a des bonnes mains, il saute sur les lignes de passe, etc. Donc il y a cette valeur ajoutée, mine de rien. Et donc, classement, où est-ce que, avec quelle fanbase est-ce qu'on va s'énerver, Vince? Où est-ce que tu le projettes dans ce classement? Je pense. Après, moi, je suis très. C'est au-dessus ou en dessous de Brunson. Et c'est ce que je te dis. Est-ce que tu veux t'énerver avec les fans d'Enix ou pas? Oui, bien sûr, je les déteste. Donc, sauf Baptiste, bien sûr. Mais Brunson, c'est hyper propre aussi, quoi. Brunson, c'est hyper propre aussi, mais je pense que je le mets quand même au-dessus de Brunson. Sur encore une fois, la diffusion tout autour de lui. Donc on a Giannis 1, Brunson 2, Jaren Jackson 3. Par rapport à Jaren Jackson, donc tu le mets au-dessus. Par rapport à Jackson, de sa défense et son scoring, on est d'accord? Oui. Je suis assez d'accord. D'accord. Alors là, c'est vraiment une privilégiation de l'attaque un peu quelque part. C'est ça qui est cata, alors que c'est pas trop dans mon truc, mais oui, quand même disons que Jackson, c'est un peu défense d'élite et pas un chapeau de scoring ou d'attaque, mais quand même très sympa. Mais par contre, c'est vrai que je le ferai pas avec tous les créateurs d'attaque, mais Haliburton a un tel moteur offensif collectif et individuel que ça me va de le mettre au-dessus avec la valeur de la création offensive. Après, le duel avec Brunson, je sais pas trop comment le régler, je t'avoue. Je sais pas. Je pense qu'ils sont même chapeau. Je pense que devant derrière, ça change pas grand-chose. Mais je sais pas comment trancher, parce que Brunson, c'est finalement un style assez différent, de beaucoup plus lui héliocentrique, c'est lui qui va tenir la balle, etc., qui a aussi certaines faiblesses, tu vois, un peu plus petit, donc il peut se faire enfermer, il peut se prendre des edges plus facilement. Mais bon, dans le résultat final, c'est quand même le meneur qui a tous les ballons d'une attaque qui est aussi top 5 de NBA et qui était élite, quoi. Donc et pourtant élite avec un Josh Hart en shoot. Donc moi je suis très client de Brunson, de toute sa nuance dans le in-between game là, de son jeu de pied et tout, je le trouve. En plus, il est pas grand, donc il y a un côté esthétisme que j'adore avec Brunson, qui est très du fanboy qui regarde du basket tout simplement. Mais je pense quand même qu'il influe moins sur les autres quand même. Qu'il est plus performant dans le volume, dans ce côté quoique en playoff, Haliburton quand il a fallu prendre les tirs et prendre les pull-ups, c'est pas faux. C'est rentré aussi, quoi. Donc bon, je vais dire que le mec prend pas ses responsabilités alors qu'il a mis 4 buzzer beaters sur une campagne de playoff. C'est bizarre.
C'est vrai que oui, on peut aussi. Enfin, c'est pas que les playoffs, la saison, mais ça fait aussi partie de la saison, les playoffs. Donc non, mais ouais, on peut mettre Haliburton devant Bronson alors. Je pense, moi, ça me choque pas en tout cas. Après, voilà, le classement aussi un prétexte. Pour le coup, vous avez compris, pour parler des joueurs, mais je pense que ça dépend un peu des sensibilités. Je pense que c'est globalement le même chapeau, le même tiers, on va dire. Et plus 1, moins 1, je ne sais pas trop, mais ok. Faisons comme ça. Donc Giannis, numéro 1 toujours. Haliburton 2e, Bronson 3e, Jaren Jackson 4e et Harden 5e. C'est ça le nouveau top 5 qu'on a établi aujourd'hui. Avant de terminer, petit quiz, évidemment, pour s'amuser. Nous sommes cette fois-ci le 28 octobre 2024, tout début de saison. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain de cette action marquante où il fait un pump fake, une feinte de tir de l'espace qui va totalement mettre par terre Kyle Lowry. Donc un match Indiana contre les Sixers. Qui est sur le terrain au moment de ce pump fake qui envoie balader Kyle Lowry de retour vers la Pennsylvanie? Attends, Kyle Lowry était titulaire du coup ou est-ce que c'était dans le flow du match avec des remplaçants déjà du coup? Parce que Kyle Lowry, j'ai pas souvenir de sa saison si tu veux. Alors il y a Haliburton. Je retente Siakam. Ouais, ça marche cette fois. Ok, Turner du coup. Turner, oui. Nembhard. Nesmith. Exactement. Nembhard et Nesmith. Il serait pas blessé à cette période. Et donc côté Sixers, je te compte Kyle Lowry. Ok. Alors attends, en octobre, est-ce que Embiid il était peut-être encore là? Il n'était pas là au moment du pump fake. Ok. Paul George. Paul George n'est pas sur le terrain je prends des risques avec les mecs qui jouent pas beaucoup. Tyrese Maxey, il devait beaucoup jouer. Là, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Kelly Oubre devait jouer. Exactement, Kelly Oubre. Bah tiens, je pense pas que tu l'aurais de suite lui. Ok, Gershon peut-être. Pas Gershon, le pivot backup pour augmenter les on-off de Embiid. Qui est-ce qu'on allait chercher? C'était le vieux là de l'ancien des Pistons, non? Exactement. Tu sais, j'ai plus son nom. Ça, il m'a. Le vieux, il a 30 ans. Hein, il est Non mais ça fait trop longtemps. André Drummond. Exactement, André Drummond, tout à fait. Drummond. Et le 5e, il a un frère en NBA. Et son frère a aussi un frère en NBA. Qui c'est qui peut... non, j'ai pas... C'était un ancien tueur de Celtics. Ok. Un ancien assassin de verre. Exactement. Caleb Martin. Top 5 NBA. En tout cas, quand on le sait. En tout cas. ouais, c'est ça. Caleb Martin avec Drummond, avec Kelly Oubre, Maxey et Kyle Lowry sur le terrain au moment de cette action marquante. Tout le monde l'a en tête. Ouais, top line-up. Et donc voici, je récapitule. On a désormais un top 20. Haliburton, on l'a inséré à la 2e place du classement. Harden à la 5e place. On a également parlé aujourd'hui de Miles Turner qu'on a mis au niveau de la 5, 6, 7, 8, une 10e place à peu près. Kobe White au niveau de la 14e. Et puis tout en bas du classement, à peu près en 18e, nous avons inséré également Lou Dort. Donc voici, tu as conscience que tout ce qu'on a fait aujourd'hui va être effacé et modifié par les suivants. je les encourage à ça. Je trouve toujours, je dis, c'est compliqué, c'est l'enfer, tout ça. Donc je n'ai aucun problème avec ça. C'est le principe du classement participatif, c'est que petit à petit on va y arriver. Bref, en tout cas, merci beaucoup Vince d'être passé une nouvelle fois sur le Basket Lab pour ce format du top 100. Merci à toi Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour l'épisode numéro 4 du top 100 et j'en profite aussi pour dire que ça y est, normalement aujourd'hui vont être publiés les tout derniers numéros de notre série de vidéos YouTube, les rétrospectives NBA 2025. Donc voilà, si vous avez loupé un peu tout ce qu'on a fait, il y a 62 vidéos de matchs, on se plonge vraiment en conditions de match. Si ça vous intéresse d'aller voir ça sur la chaîne YouTube et bien demain prochaine QV en podcast de notre top 100 évidemment et je pense que niveau YouTube exclusivement YouTube on va dire parce que il y a de l'image aussi. On va pouvoir attaquer la 2e édition de nos 30 Wemby en 30 jours, même si il y a un peu moins de 30 jours avant le début de la saison, mais on va devoir tricher un peu, peut-être les 30 Wemby en 26 jours à peu près. Mais voilà un peu pour le programme et donc j'annonce la QV de demain. Demain, nous allons parler notamment de Devin Booker, de Aaron Gordon, de Najee Marshall, de Kristaps Porzingis et de Franz Wagner, néo-champion d'Europe. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Vince d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.